Et bonsoir, coucou tout le monde. Coucou Sip. Sip, oui du coup je t'appelle Sip. Bonjour Cyprien. Bonjour Zizalop, c'est première fois sur le chat, ça fait plaisir, coucou tout le monde. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Pour la première fois je fais ça, fenêtre ouverte, parce que ça y est. Il fait jour quand je commence les lives, et ça si vous savez pas à quel point ça me fait du bien, parce que j'en peux plus. Coucou Aku, ça fait plaisir que tu sois là. Hop. Bah écoutez, je vérifie que tout est en place tranquillement. On va laisser qui veut arriver. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu profiter de votre long week-end. Vous avez fait des trucs cool lundi. Ah bah, toujours au rendez-vous. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, il y a peut-être mon chat qui va venir casser les couilles. C'est peut-être une réalité, parce que là, je l'ai enfermé dans le bureau avec moi. Et donc très clairement, il y a un moment où je vais me mettre à parler, elle va venir se frotter au micro, c'est sûr. Donc voilà. Viens dire bonjour, toi. Oui, bah, miaou si tu veux. Viens. Ouais, d'accord. Là. Ouais, te barre pas. Voilà, la nouvelle mascotte. Bonjour Clem, coucou. Oh, mais il y a plein de gens qui sont dans le chat pour la première fois, c'est incroyable. Incroyable ce soir. Ouais, trop beau, oui. Oui, chiante, mais oui. Tahani pour les intimes. Bon, ouais, j'espère que tout le monde va bien. Je remplis mes appréciations Parcoursup, je passe mon temps à bosser JPP. Bah ouais, tu m'étonnes, putain, je viens de faire pareil, moi. Je sais pas si t'es prof principal, mais pareil, là j'ai galéré avec les appréciations Parcoursup, et j'ai dû faire en plus les fiches à venir. Donc clairement, période de merde, qui finit demain, donc ça c'est chouette, mais période relou. Et puis j'imagine que t'as 1 milliard de copies qui traînent en plus, donc courage. Bah repos, t'as bien raison. T'as bien raison, j'aimerais bien aussi. Épreuve de français, bah ouais, du coup, donc là tu dois être en mode bac blanc de l'oral et de l'écrit. Je sais que j'ai eu mes premières tout à l'heure en cours, ils sont claqués au sol, ils s'en peuvent plus, ils sont épuisés parce que clairement là les révisions du bac de français, je sens que ça les fume, bah ouais. Non mais ça m'étonne pas. Ouais bah écoutez, moi ça va. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je suis allé à une expo ce week-end. Au Louvre-Lens, là, la nouvelle expo du Louvre-Lens, c'est 20 000 lieues sous la Terre, il me semble. 20 000 lieues sous la Terre, c'est ça, ouais. Euh... Ah ouais, bah, mal de tête, ça fait mal. Aura la semaine dernière, écrit dans 2 semaines, ouais, c'est ça, c'est la période. Ouais, mais franchement, elle est plutôt pas mal. Bon, après, moi j'avais adoré l'expo Soleil Noir, qui était vraiment hyper chouette. Mais là, la nouvelle expo 20 000 lieues sous la Terre, elle est plutôt stylée. Bon, je trouvais genre bien. Parce que le Louvre-Lens, ils font toujours des trucs bien. Après, c'est pas la meilleure qu'ils ont fait, mais il y a des trucs chouettes, il y a du Gustave Doré, donc moi je suis content. Toujours content quand... le paquet de 5000 copies qui me juge, c'est tellement ça. Moi, je suis toujours content quand il y a du Gustave Doré, parce que bah, je suis fan de Berserk, et clairement il pompe tout à Gustave Doré, donc j'ai toujours l'impression de voir des planches de Berserk quand je vois du Gustave Doré. Et ouais, ça parle en gros des imaginaires souterrains, enfin de l'imaginaire autour des souterrains, des mondes souterrains. Donc ouais, si vous avez l'occasion, c'est chouette. T'y allais pour les animaux fantastiques en janvier. Ah, je savais pas qu'il y avait... J'ai loupé cette expo-là. Mais en général, c'est chouette parce qu'ils font toujours un bon travail de pédagogie, je trouve. Genre, tu vois, ils t'amènent bien l'angle que prend l'exposition, le contexte des œuvres, pourquoi c'est intéressant et tout, donc j'ai trouvé ça bien, quoi. Ouais, par contre... Ouais, alors ils ont fait... Ouais. Oui. Ouais, comme dirait Méluche. Ouais, hein. Ils ont fait une espèce de recréation de la caverne de Platon. Bon, tu te dis... why not, tu vois, genre ça peut être intéressant. Mais juste... bah, joue sur la perspective, en fait. Parce que genre, c'est vraiment, du coup, une caverne où tu glisses ton œil dans une petite fente et tu vois la caverne dans le reste du musée. Et genre... bah tu vois mal quoi du coup, enfin tu vois genre je trouve qu'ils ont pas bien pensé la manière dont ça se fait perspective, donc moi j'étais un peu déçu, genre j'étais en mode waouh je vais être dans la caverne, et en fait ouais c'est vraiment pas le truc le plus ouf, genre Gustave Doré dans mon cœur.
L'expo sur les animaux fantastiques c'était pas mal, faudrait que j'aille à celle sur les mondes souterrains. Ouais vraiment, ouais, moi je te dis, moi ce monde souterrain je l'ai vraiment kiffé. Donc si vous avez l'occasion, de toute façon l'ouvre-lance c'est quand même... en général les expos sont quand même super chouettes. Donc je conseille. Voilà, bon c'est chouette, il y a un peu de monde ce soir, ça me fait plaisir. C'est cool. Moi je vous avoue que ouais, pareil, là je suis pas encore dans les gros paquets de copies, mais j'en récupère je crois 8. Ouais, j'en récupère 8 en quelques jours là, donc je profite des derniers instants avant mon décès finalement. Surtout que j'ai essayé de faire en sorte de les avoir fait avant les vacances, donc clairement, voilà, j'ai été ravi de vous connaître. Hein, je vais mourir. Ça va préparer à manger en même temps. Ouais, bah t'inquiète, hein, l'heure qu'il y a pas de souci. Ouais, non, mais voilà, c'est la vie de prof, et donc la vie de prof qui se plaint de ses copies. Évidemment, on est tous les mêmes. Voilà, mais j'avoue que ça me fait plaisir parce que là, les cours ça se passe un peu mieux vu que il suffit qu'il y ait 4 rayons de soleil et qu'il y ait le changement d'heure. D'un coup, tout le monde se réveille et tout le monde commence à participer et les cours sont plus sympas. Donc j'avoue que ça fait du bien quand même, quoi. Salut l'équipe, je serai pas là ce soir, mais je passe une tête pour faire des bisous à tout le monde. C'était une bonne soirée, vous êtes les meilleurs. Ah, merci Roman, ça fait plaisir que tu te passes. Normalement, j'avais entraînement ce soir, mais j'avais pas le courage d'y aller avec mon mal de tête. Bah oui, tu m'étonnes, ouais, non, mais j'espère que ça va aller. Je vais faire en sorte de pas crier. pour, que, pour que ton mal de tête empire pas. Mais du coup, c'est cool que tu sois passé. Voilà, mais j'espère que ça va aller parce que du coup, entraînement, ouais. Ouais, forcément, avec un mal de crâne, c'est pas le mieux. Alors, bah écoutez, moi ce que je vous propose, avant qu'on se lance, je vous fais juste un petit point sur les idées que j'ai pour la suite. En gros, bon, je vais prendre les 2 semaines de vacances pour faire une pause. Comme d'habitude, je me suis obligé moi-même à pas faire de stream pendant les vacances parce que les vacances, c'est les vacances. Surtout que là en plus, je serai pas là au moins la 2e semaine. Donc bon, autant prendre la première semaine aussi pour me poser tranquille. Chatoun, c'est... Voilà, je savais. Je vais baisser un peu la cam, comme ça, on la verra passer bien. Voilà. Viens là. Oui, mais... Ah Donc ouais, je vais prendre les semaines pour me reposer tranquille. Je pense qu'après les vacances, je vais plus rentrer dans un mood de révision de bac. Donc évidemment, je vais faire en sorte que ça reste intéressant et que ça reste de la philo pour que ça intéresse tout le monde et que vous trouviez ça cool et tout. Mais je pense que je vais essayer... Alors, c'est pas à des fins, j'allais dire électorales, c'est pas du tout le mot, mais... remarque. Mais non, mais c'est voilà, bon, c'est pour attirer du monde, c'est pas forcément le propos, mais c'est plus... je pense qu'à partir de mai... Ah bah ouais, ça t'attend l'année prochaine. Je pense qu'à partir du retour en mai, je vais faire des lives qui seront plus branchés, ouais, où je vais prendre, je pense, tu vois, des reacts sur des vidéos qui traitent de certains thèmes et essayer d'apporter de la réflexion, d'apporter d'autres références, tout ça. On verra aussi en fonction des demandes. Mais je pense que je vais plus rentrer dans ce mood-là. Ceci étant dit, il y a certains trucs dont j'aimerais bien parler avant. En gros, moi, en ce moment, j'ai 2 idées. La première, c'est que j'ai bossé mon cours sur l'art... J'ai bossé mon cours sur l'art dernièrement et du coup j'ai redécouvert certains trucs que j'avais oublié que je kiffais. Parce que je l'avais pas fait l'année dernière mon cours sur l'art parce que j'avais eu des problèmes de santé qui faisaient que j'avais eu beaucoup d'arrêts l'année dernière et donc j'ai pas fini le programme. Donc j'ai pas fait mon cours sur l'art depuis que je suis mon année de stage. Et du coup j'ai redécouvert la pensée de Matisse notamment et la pensée de Hegel, mais surtout la pensée du peintre Matisse sur l'art. Et c'est trop intéressant. Et du coup je voudrais en parler. Mais je pense que j'en parlerai. Je me tâte à proposer à du coup un peu les gens artistes dans mon chat d'en parler avec eux, tu vois. Genre, je pense à Maureen, à Roman, à Otari, à tout ça. Bonsoir, coucou. Premier message sur le chat, ça fait plaisir, bienvenue. Voilà, je pense attendre d'avoir. Voilà, potentiellement faire un truc. Je dirais pas, peut-être pas en collab, mais tu vois, genre d'avoir certains potes artistes avec moi pour parler de ça, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi un échange dans le chat autour des sujets sur l'art, parce que vraiment Mathis, j'ai redécouvert à quel point c'est banger ce qu'il en pense, et en fait du coup j'ai envie d'en parler, mais j'ai envie que ça soit sous la forme d'une discussion, quoi. Ça, et le deuxième truc, ça c'est prévu depuis un moment, mais il faut qu'on cale une date. C'est sur Matrix, parler de Matrix avec Roman.
Bon, parce que déjà Matrix, lui, il a été biberonné à ça, ça coule dans ses veines. Mais c'est surtout parce que on a tendance à beaucoup utiliser pour Matrix. Ah oui, bah ouais, bah, je me suis douté avec le nom de famille, mais coucou Clarisse. Bah, ça me fait plaisir que tu passes, c'est chouette. Mais ouais, Matrix, on a souvent tendance à en parler avec l'idée de la caverne chez Platon. Ce truc que ce serait que Matrix, ce serait presque que l'idée de la caverne chez Platon. Et je trouve que c'est un peu réducteur. Et surtout, on peut s'interroger si ça fonctionne vraiment bien, si c'est vraiment en lien avec ce que Platon disait, ou est-ce que c'est bon, voilà, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise compréhension de l'allégorie, et quel est le propos peut-être un peu plus profond de Matrix, qui en a, mais surtout dans les 3 Matrix, en fait, dans la trilogie. Et c'est là où je pense que ça peut être intéressant, parce que dans Matrix, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la caverne sur la forme, mais dont le propos est en fait va beaucoup plus loin qu'une simple allégorie de la libération, quoi. En lequel il questionne beaucoup plus que ça. Et bon, ça, du coup, il y aura carrément Roman en invité. Genre, je mettrai une chaise là. Jamais vu Matrix? Ah, et bah écoute, je pense qu'on va essayer de faire en sorte que ça soit accessible si vous avez pas vu le film. Je pense qu'on fera un... je ferai bosser Roman, tiens, ça va être pas mal. Je ferai bosser Roman pour qu'il fasse un résumé des films. Ça marche, merci beaucoup d'être passé, c'est chouette. Et bon courage pour ton mal de crâne, du coup, j'espère que ça va aller. Mais voilà, je laisserai Roman faire un résumé du film. Et puis on essaiera de parler de tout ça. Je t'avoue que vraiment, regarde-les, parce que c'est des films... Voilà, ça fait partie des... Oh, Julien Waouh, Julien, ah, ça me touche trop. Oh, je m'attendais pas à te voir là, ça me... Waouh, incroyable. Bah écoute, bienvenue, ça me fait trop plaisir de voir. Donc Julien qui était un ami au lycée. Je m'attendais pas à voir Jean-Luc Villiers-Moriami. C'était Jean-Luc, hein, je crois. Monsieur Villiers-Moriami cité comme ça. Mais bah écoute, ça me fait super plaisir que tu sois là, c'est chouette. Va, ça me touche un peu. Bah écoute, bienvenue dans Mange ta philo. C'est fou, avec tu retrouves des gens. Force à toi, je veux interrompre évidemment. Non, mais c'est juste, ça m'a surpris de te voir là, mais ça me fait super plaisir que tu sois là, c'est cool. Ça me touche beaucoup. Mais à la limite, n'hésite pas à m'envoyer un message sans reprendre des nouvelles. Mais ça me fait très plaisir que tu sois passé. Mais ouais, à coup, je te conseille vraiment de les mater parce que, bah, déjà, genre, en tant que film, c'est des excellents films, déjà de base. Tahani, arrête. Mais en tant que film, c'est des excellents films déjà de base. Mais surtout, ouais, sur le plan philo, il y a 1 milliard de choses à dire. Et surtout, c'est des films où à chaque fois que tu les vois, tu redécouvres la profondeur philosophique en fait. Parce qu'au début, t'es dans un truc, ah oui, ça parle de libération, ça parle de sortir de la machine, etc. Et en fait, plus tu les mates, et notamment les 2 et 3, plus tu creuses la profondeur philosophique qu'il y a dans ces films, tout le propos. Et donc, ouais, je pense qu'on va prendre un moment. On va prendre un moment pour parler de tout ça. Tu peux regarder le 1 et le 3, et le 2, tu peux passer la scène de l'autoroute parce que c'est chiant. Alors, ça, c'est Maureen, avec ses avis, hein. Parce que Madame Maureen trouve que la scène de l'autoroute, ce qui est une longue scène d'action sur une autoroute dans Matrix 2, qui est un des plus grands moments d'action du cinéma des 20 dernières années, mais Madame a décidé que c'était trop long. Madame s'ennuie devant une scène qui a demandé de construire littéralement une autoroute. Parce qu'il faut rappeler quand même, pour cette scène, ils ont construit l'autoroute, et ils ont dû détruire les décors après. Ils étaient tous dégoûtés parce que l'autoroute elle était trop bien faite. Ils se sont dit non mais en fait c'est juste utilisable pour tous les décors du monde. Ils ont dû la détruire après. Ils ont construit une autoroute pour le film. Mais enfin voilà, donc moi en gros c'est les deux... c'est les deux idées que j'ai un peu de live à venir, quoi. C'est... C'est les deux idées que j'ai un peu de live, c'est cette question-là de Matisse sur l'art qui m'a vraiment réintéressé, que j'aimerais vraiment traiter, et cette question de Matrix qui est prévue depuis un moment. Pour aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas prévu un thème particulier, j'ai pensé à des vidéos sur lesquelles je pourrais réact, ça dépend en fait, je voulais voir avec vous. Je me suis dit que ça dépendait aussi de ce qui vous intéressait ce soir. Alors évidemment, on peut aussi juste aussi s'il y a
un truc que vous avez vu dernièrement, un truc que vous avez lu dernièrement, un sujet qui vous intéresse, je suis évidemment chaud pour qu'on en parle. Mais sinon, moi j'ai prévu quelques trucs à proposer au visionnage sur des sujets un peu différents. Bon, j'ai appelé le live On vit dans une saucisse parce que 3 des vidéos sur 4 sont des sujets un peu politiques. Et du coup, on vit dans une saucisse pour dire on vit dans une société. Parce que finalement, on vit dans une société, c'est un peu la fin de. Non mais Tani. C'est bon, t'es contente? T'es passé à la télé? Voilà. On vit dans une société, c'est un peu la fin de 90% des discussions. Bah, je dois tout refaire maintenant. J'espère que t'es contente. Oui, elle est mignonne, mais genre. Ouais. Le conflit Asiref et APEP pour rédiger mon DRDP. Waouh. Waouh. Alors, spot un prof à 10 km, il utilise des acronymes. Hein. Asiref, APEP. Bouge pas. Tani, c'était sur ma souris. Ah oui, mais du coup, tu dois faire ton DRDP, c'est horrible. Est-ce que t'as Isabelle Lurson comme prof pour ton DRDP, du coup? Alors, attends, je regarde ce que c'est, du coup, ce que t'as dit, là. Ah, si. Ré. Principe pour la formation des groupes locaux. Tiens. La trad pour les moldus, bah ah oui, t'as Lurson. Bah écoute, moi ça a été une année infernale avec elle, parce que clairement, en gros, elle a commencé l'année en nous disant les SMG c'est des débiles. Je lui ai dit non, les SMG c'est pas des débiles. Elle me l'a pris dans le pif, on a passé l'année à s'engueuler. Il y a plein de fois où j'ai failli l'engueuler, lui dire d'aller niquer sa race et de sortir de la salle en claquant la porte. J'ai jamais fait parce que j'ai appris la patience. Et j'ai le plaisir de la revoir vendredi prochain parce que j'ai une formation avec elle. Je meurs déjà d'avance, j'ai détesté cette personne. Voilà, du coup, assaut de prof de philo de gauche et de droite. Ah d'accord, du coup alors, je précise du coup comment t'appelais ça? Des RDP, en gros, c'est quand t'es stagiaire. Quand t'es stagiaire, tu dois rédiger un dossier à la fin de ton stage, et c'est ton prof ton prof référent à l'école des profs, quoi, qui te note. Et du coup, moi j'avais fait par exemple sur la question de l'explicitation, genre comment t'apprends aux élèves à expliciter. Bon, c'était un peu nul, mais j'avais enrobé ça en faisant des jolies phrases. Et du coup, toi, t'es sur l'opposition entre assaut de prof de philo de gauche et assaut de prof de philo de droite. Bon, alors déjà, on va commencer par dire qu'une asso de prof de philo de droite, ça n'existe pas. Hein, sinon, ils sont pas voilà, c'est. Hein, sinon, ils font pas de la philo. Mais. Attends, t'avais dit Asiref et APEP. Bah, fais-toi plaisir. Bah, je me réserve ce droit à la formation de vendredi prochain. Tu vois, genre maintenant, je suis en poste. Je suis en poste fixe, ça se passe bien. Donc, clairement, vendredi prochain, si elle me fait chier, je la traite de connasse et je me barre. APEP. Ouais, d'accord. Mais du coup, c'est pour parler de quoi? C'est un sujet qui t'intéresse ou tu décèdes d'avoir choisi ce sujet? Est-ce qu'au moins il y a des trucs à dire intéressants? Parce que à la limite là, je connaissais pas, donc j'ai pas de, j'ai du mal à avoir une position. Je veux savoir si tu lui rentres dedans. Ah bah, tu sais, la connaissance sera capable de te dire en disant oh, j'ai revu un ancien, il était désagréable. Mais ouais, c'est le 12 avril ma formation, donc clairement, traiter les gens de connards et claquer des portes, le mec n'a pas changé. Oui. Toi, toi, tu tombes le seul live que je fais où je dis ça, alors que c'est genre le 5ème et que sur les 5 autres, je jouais le mec calme. Tu vois. Mais ouais, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, ouais, j'espère que c'est un sujet intéressant au moins. Après, ouais, en gros, ils ont des points de vue opposés sur la pédagogie en philo et je dis ce qu'il y a dans mon DRDP. Ok. Bon, écoute, ouais, ça doit être intéressant parce que ça permet un axe politique aussi sur. Enfin, comment tu politises les questions de pédagogie. Donc en vrai, ça peut être vachement chouette. Bah écoute, si on a l'occasion d'en discuter, ça m'intéresserait parce qu'effectivement, avoir un rapport politique à la pédagogie, ça peut être chouette. Clairement, je pense qu'il a pas évolué depuis le lycée, mais maintenant il est prof. Alors, tout à l'heure, j'avais la flemme de rentrer en cours et j'ai croisé un élève que j'avais eu le matin, que j'avais pas l'après-midi.
Il m'a regardé, il m'a dit vous avez la flemme. Je lui ai dit ouais mais peut-être que si je sèche le prof il saura pas. Il m'a dit monsieur c'est vous le prof. J'ai fait merde bon bah j'y vais du coup. Mais ouais. Bah écoute ouais en vrai ça peut être intéressant du coup est-ce que la philo a sa propre pédagogie? Bah ouais ça peut être un sujet intéressant parce qu'en soi comment dire ça? Genre l'exercice philosophique, il a ses pédagogies propres par la dialectique, par l'échange, par la réflexion, tout ça, mais la philo telle qu'on l'apprend en terminale, en soi, les épreuves de dissertation et d'explication de texte, ouais, disons que c'est des formes pédagogiques qui sont communes à d'autres exercices, qui là prennent une forme particulière avec des attentes particulières, mais à la limite sur la dissertation, mais même pas, tu vois, dissertation dialectique, à la limite on pourrait dire que c'est une forme individuelle, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'avoir une approche politisée sur ces questions, ça peut être hyper chouette. Bah écoute, à suivre, du coup, moi ça me ferait plaisir d'avoir des nouvelles de ton BRDP dans les prochaines semaines. Puis moi je te tiendrai au courant de si j'ai fait un mort vendredi prochain, quoi, parce que clairement... Alors ce qui me rassure, c'est qu'il y aura tous les autres stagiaires avec lesquels j'étais à l'époque. Donc au moins on souffrira ensemble. La PEP veut à fond la dissertation et l'explication tech, la CIREF veut changer les exos du bac et les programmes. Bon moi je vais rentrer à la CIREF moi parce que effectivement tout faire passer par les mêmes modèles c'est relou. C'est une formation à la con, ça s'appelle évaluer en philosophie. Genre c'est bien au bout de 3 ans on te dit comment évaluer, il était temps peut-être. Parce qu'il faut rappeler que genre pour devenir prof en gros, en philo en tout cas, genre tu fais 5 ans d'études en fac, tu fais des mémoires, t'es dans la recherche, puis à un moment tu passes ton concours et on te dit allez, va bosser, prends une classe, il passe le bac à la fin de l'année. Et du coup, ben ouais, en fait, t'as zéro pédagogie, tu dégouffres sur le tard. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une super directrice de stage qui s'appelait Florence Gravas, qui m'a vachement aidé pour développer ma pédagogie, mes types d'exercices. Et il y a des types d'exercices que j'ai inventés au fur et à mesure aussi. Mais enfin, j'ai inventé. Je peux inventer l'eau chaude non plus, mais voilà, des types d'exercices qui sont intéressants. Mais clairement, ouais, au bout de 3 ans, c'est pas dommage de faire ce genre de formation. Et puis surtout avec elle quoi, enfin genre c'est bref, je vais passer 1h30 à gueuler sur leur son si je fais ça donc. Bon en tout cas, c'est pas moi qui ai inventé l'eau chaude, bah j'ai déjà fait de l'eau chaude, mais si je pense que ça a été fait avant moi, et si c'est pas le cas faut que je dépose un brevet parce que c'est l'idée de l'année. J'ai un gros cerveau moi. En tout cas pour le live d'aujourd'hui, moi j'avais en tête, j'ai repéré 4 vidéos. Ça dépend de votre mood, ça dépend de ce qui vous intéresse. En gros, je vous montre ça. Ah, mais incroyable! La chaîne YouTube de Mange ta philo où vous pouvez retrouver tous les replays, qu'est-ce que ça fait là? Elle est encore arrivée là par hasard. Bon, blague à part, je vous rappelle que tous les replays des lives sont dispo sur la chaîne YouTube et sur évidemment le Twitch. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch et sur YouTube. Voilà. Oui, bon écoute, c'est Twitch, hein, on prend le temps, 26 minutes de préambule, on est bien. Voilà. On retrouve des potes du lycée, écoute, on prend le temps. On insulte des gens. Du coup, j'avais 4 propositions. La première, alors Philoxime, je connais pas. Philoxime, je connais pas, je sais pas ce que ça vaut. Mais il avait fait une vidéo sur la question de la désobéissance civile en démocratie. Ce qui m'intéresse parce que c'est un des sujets que je traite en cours. Alors, Philoxime, en gros, lui, il est très dans un délire... philosophie politique, il est très engagé écolo. Et du coup, je pense qu'il va sûrement traiter la question dans le cadre d'une réflexion sur la légitimité de la désobéissance civile dans le cadre de la lutte écologique. Bon, qui peut être intéressant en soi, mais qui je pense peut être intéressant à généraliser, à une réflexion générale sur ça implique quoi la désobéissance civile, comment tu juges que ton action est légitime par rapport à la loi, tout ça. Bon, ça peut être chouette, ça peut être un peu de politique, un peu intéressant. Le deuxième que j'avais repéré, c'est Monsieur Phi. Monsieur Phi, c'est toujours quali, même si il est très analytique, mais voilà. Il a fait une vidéo sur Orwell, parce que je pense que c'est une espèce de coup de gueule, où il devait en avoir marre
d'entendre tout le monde citer Orwell. Donc Orwell, je rappelle, hein, George Orwell, c'est celui qui a écrit, entre autres, La ferme des animaux et surtout 1984. Et 1984 qui représente un monde dystopique, autoritaire, dans lequel le contrôle de l'État se fait par un totalitarisme absolu qui passe notamment par un contrôle de la langue. Et du coup, tous les réacs sur les plateaux télé vont dire Orwell avait raison, on peut plus rien dire, les mots ont perdu leur sens, machin. Et du coup, c'est un peu devenu une blague de George Orwell, où es-tu, George Orwell, sauve-nous, parce que tout le monde dit oh mon dieu, Orwell avait raison, on peut plus rien dire, les mots perdent leur sens, machin. Donc je pense que c'est une manière pour Monsieur Phi de revenir sur réellement ce que Orwell dit et d'un peu tordre le cou à une utilisation pas intelligente d'Orwell et de sa pensée sur la langue, quoi. Le troisième, c'est une vidéo de Scarblown Animation qu'on avait regardé la semaine dernière. La semaine dernière, c'était sur Nietzsche. Et là, c'est sur la question de l'oubli. J'ai déjà vu la vidéo, j'avais vu avec Roman. La vidéo, elle est sympa. Bon, c'est Scarblown, quoi, donc c'est toujours bien fait, c'est toujours léger. Et son avis sur l'oubli, parce qu'en gros, son truc, c'est qu'il est terrifié par la notion d'oubli et qu'il essaye de trouver des trucs pour ne pas oublier. Tani est en train de rentrer dans les cartons. J'en peux plus de ce chat. Du coup, voilà, ça peut être une réflexion aussi sur l'oubli, sur la question sur comment tu construis ton identité, sur la peur de l'oubli. Ouais, moi je me suis dit que ça pouvait être chouette. Et puis la dernière, alors Cyprien, je savais pas que tu serais là, mais du coup au premier live, j'avais parlé de cette vidéo et je m'étais dit que pourquoi pas un jour. C'était sur la critique du métier de prof. En gros sur la difficulté d'être un prof, la manière dont l'école par définition serait un espace de domination. Ah, alors bon, du coup, désobéir en démocratie, ouais, Orwell, ouais, et du coup il y en a un qui est plus chaud pour Scarblown et un qui est plus chaud pour PDH. Ah mais voilà, là on a un fan de Bégodeau. La première... Mais c'est de la déformation pro sur la désobéissance. Un vote pour toi. Bon, alors, déjà, question au chat. Est-ce que Orwell, on la vire? Est-ce que quelqu'un serait intéressé par Orwell? Ou est-ce que... Orwell, on s'en fout, voilà. Bon, personne n'a l'air de vouloir défendre Orwell corps et âme. Donc au pire, je la retrouverai, je l'enlève. Du coup, on est entre l'oubli, la désobéissance et l'école raciste. Des thèmes finalement bien vénères. Qu'est-ce qui est plus dans mon mood? Alors, moi ce que je propose, je sais que PDH c'est bien. Ouais, mais on est tous biaisés, c'est ça le problème. Je sais que PDH c'est bien. Après, c'est un peu long. Genre là, il y a quand même une bonne demi-heure, 1 heure de... Alors, il n'y a pas Victimos... Alors, ceux que Maureen appelle Victimos et Satanas, c'est Dany et Raz, évidemment. Et là, du coup, il y a pas... Raz, il est dans le public et c'est Dany qui est assis. Mais là, c'est surtout Bégodeau qui parle. Ouais, donc je pense qu'à la limite, PDH, on se calera un jour où on en parle. Ou genre, on sait qu'on parle de ça. Bon, à la limite, la semaine prochaine, on verra. Mais à la limite, ouais, PDH, je pense qu'on fera plus tard. Du coup, on est entre désobéir et j'ai peur d'oublier. Moi, ce que je vous propose, c'est que Philoxime, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, l'oubli aussi. Ouais. Bah écoute, bon du coup PDH on fera plus tard. Désobéir ou l'oubli? Vous êtes plus, j'ai l'impression que vous êtes plus chaud pour la question de l'oubli du coup. Moi en fait, Philoxime c'est histoire de tester, voir ce que ça vaut. À la limite ce que je vous propose, parce que je sais que l'oubli elle est... Ouais, donc plus sur l'oubli. Bon bah écoutez, Philoxime je me la garde pour un... Au pire, Philoxime je pense que je la materai avant. Et si je vois des trucs à dire, je la proposerai en React. Parce qu'en fait là c'était un peu un test pour voir si ça vaut quelque chose ou pas. Mais si c'est nul, je vais juste m'en vouloir de pas avoir choisi l'oubli. Donc du coup on part sur Scarblown et l'oubli. Bon bah ça fera plaisir à Roman.
Même si il est pas là, je lui dirais d'aller voir c'est quoi le mot que je cherche? Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est terrible. La rediffusion. Je vais y arriver. Merci pour le backseat parce que clairement là bon. Tu vas pas pouvoir venir pendant tout le live, ma chatou. Si pas possible. Tu peux pas venir pendant tout le live. Là on va regarder une vidéo, il faut laisser les gens tranquillement. Très bien, et ben on part sur l'oubli du coup. Tac. Je trouve Scarblon c'est bien. Alors c'est marrant parce que quand Roman me les a montrés les Scarblon, j'étais en mode ouais. Et bonsoir. Ah tu enlèves ta Annie carrément? Je peux garder Athos? Athos, viens. Bon bah je me suis fait enlever mon chat, mais maintenant j'ai mon chien avec moi du coup. Dis bonjour. Dis bonjour, montre à tout le monde comme t'es beau mon chien. Je le préfère lui mais faut pas le dire. Moi qui beau. Ouais clairement cette maison c'est... Oui, voilà, il y en a de partout. Il y a le lapin aussi mais le lapin en live ça risque d'être chiant. Et les axolotes aussi. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un axolote. Alors, eh bah écoutez, je ferme Spotify, on part sur l'oubli. Donc ouais, Scarblon, quand Roman m'avait montré, j'étais en mode ouais, c'est sympa. Et en fait, ben, je trouve que c'est cool en rediff, en react. Parce que... parce qu'il parle de sujets philo, donc moi ça me donne l'occasion de réagir dessus, de dire des trucs dessus, mais en même temps c'est avec une animation qui est chouette et ça fait du rythme. Pour vous montrer Axolot, mais en fait du coup le Pokémon Axolotl c'est un Axolot. Hein. Ça ressemble à ça, j'en ai deux. J'en ai un noir et un jaune. Voilà, j'ai les deux du côté, j'ai pas celui du milieu. Il me manque le dernier pour faire la trinité. Deux lapins et un chat, mais l'Axolot c'est Estia. Ah, j'avoue c'est un peu Estia. Mais voilà, et c'est hyper marrant parce que ça... Genre, t'as Annie là. Là, tout le monde, vous avez dit, elle est mignonne là. Un jour, le jaune, elle l'a ouvert en deux. Genre, elle lui a mis un coup de griffe de là jusqu'en bas. Donc on s'est dit, il va crever. Et en fait, genre, en 2 semaines, il avait plus rien parce que c'est des trucs, tu peux leur couper les 4 pattes et la queue, elle repousse. Et ils ont des vertus de recomposition qui sont juste hyper énervées. Donc ils sont beaucoup étudiés par les scientifiques pour ça. Non mais on voyait ses tripes quand même, genre, non? Ça y est, on peut plus rien dire de toute façon. Ah, on peut plus rien dire. Voilà. Hop, et bah écoutez, je mets ça là. Et puis bah je vous propose qu'on se lance du coup sur... Je vous propose qu'on se lance sur... Ah putain, j'aurais jamais dû prendre mon chien avec moi. Ah mais parce que Maureen elle a mis la télé. Et du coup il aboie ce débile. Attendez, j'arrive. Est-ce que c'est parce qu'il m'entend moi? Oui non mais putain mais qu'est-ce qu'il est abruti. Parce que pour vous expliquer. En gros il m'entendait moi depuis la télé. Et il m'aboyait dessus de moi de en bas à la télé. J'en peux plus d'avoir des animaux qui ont 4 neurones. Bref, donc du coup, ouais, la question de l'oubli, sa vidéo, elle était chouette. Parce que... ouais, bon bref, je vais la lancer, je pense que c'est mieux, je réagirai au fur et à mesure. Allez. Comme d'hab, vous me dites si le son, ça va. Comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir peur de la mort. Mais cela n'est rien au profil d'une autre peur que j'ai. Celle d'oublier. Je parle pas d'oublier l'anniversaire de votre pote ou d'oublier du pain aux graines. Non, vraiment, j'ai peur qu'à 80 ans, j'ai la chance de rester en vie plus longtemps que les autres, mais qu'à force de bouffer de la solitude et de la monotonie, je finisse par perdre la tête, oublier tout ce qui m'a constitué, et que je finisse par croire que ma vie ne se résume qu'à ces dernières années. Ce n'est pas vraiment la peur d'être seul. Voilà, c'est bonne ambiance dès le début. J'avais oublié que ça commençait comme ça, mais mais oui, c'est... En plus, c'est une peur qui est assez... Ouais, non, mais ça commence, c'est deep direct. Mais c'est vrai que je trouve intéressant son point de vue, parce que... Bon, c'est une discussion que j'ai souvent avec les gens autour de moi, mais... Comment dire ça? Genre, je pense que à partir d'un certain moment dans ta vie où t'as...
genre où t'as vécu des trucs signifiants, où t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose où t'as aidé des gens autour de toi, où t'as eu une certaine réflexion, et je pense que la philosophie, mais la philosophie comme la religion, comme d'autres pratiques servent à ça, mais la philosophie elle permet ça particulièrement. Au bout d'un moment, ta propre mort, tu l'as acceptée. Genre, enfin, je pense qu'il y a des gens qui gardent la peur de la mort ancrée en eux toute leur vie et qui essayent de la fuir. Mais je pense que quand t'es arrivé à un certain point de réflexion sur l'existence, tu te rends compte qu'à partir du moment où t'as vraiment vécu et où t'as vécu des choses profondes, de toute façon, comme ça va se finir, ta propre mort est pas forcément une inquiétude en soi. Par contre, une inquiétude que j'ai beaucoup plus, c'est effectivement de mal vieillir. Et je pense que c'est le cas de beaucoup plus de gens. Je pense qu'en fait, ce qui inquiète les gens dans la mort, c'est pas tant la mort, parce que comme disait Épicure, la mort tu la vivras jamais, donc c'est pas quelque chose dont t'as à t'inquiéter. C'est plus effectivement l'idée de décrépir en fait. Genre, tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui fait fondamentalement peur. Je pense que c'est beaucoup plus la vieillesse que la mort. Est-ce que c'est est-ce que c'est pas être un poids pour les autres? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fondamentalement est beaucoup plus terrifiant, c'est de se dire, bah, je vais perdre mes capacités, je vais devenir une version de moi que je n'ai pas envie d'être. Je peux devenir un poids pour les autres. Et ça, c'est beaucoup plus angoissant. Donc c'est pour ça que moi, tu vois, Bah alors, ça me permet, c'est une parenthèse. Alors, je vais essayer de pas spoiler. Mais on allait voir ce week-end un film qui est québécois, là, qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Ça m'a fait beaucoup rire comme titre, et du coup, comme je suis une pute du marketing, je suis allé voir le film que sur son titre. Mais ouais, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Et bon, c'est un bon film, je vous le recommande. Moi, j'ai des limites avec le film. Je vais pas rentrer trop dans le détail pour pas spoiler. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un film, pour le coup, alors un dé produit quand même, mais un dé. Vraiment bien, vraiment. Ouais, mais le titre il est trop bien. Suicidaire humaniste. Pardon, vampire humaniste cher suicidaire consentant. Ça bute comme titre. Et bon, le film, en gros, c'est une allégorie d'une relation adolescente, amoureuse, dès la première fois que tu tombes amoureux, de la première fois, de toutes les premières fois que t'as quand t'es ado. Mais avec l'idée que c'est voilà, une vampire qui refuse de tuer parce que humaniste euh, et qui va essayer de trouver avec les gens qu'elle croise sur son chemin ou pour essayer de s'en sortir un sens à sa vie, un sens à tout ça. Et le film il soulève un peu ces questions-là, quoi, finalement de la fin de vie, du sens que tu peux donner à ta mort, de préférer mourir plutôt que de vivre une vie que tu n'as plus envie de vivre selon tes propres termes. Et du coup, ben, ça soulève un peu cette idée que finalement l'humanisme poussé à son point le plus fort, c'est-à-dire la défense de l'humain dans sa dignité, dans sa liberté, dans ses droits fondamentaux, ça devrait inclure le droit de choisir ta propre mort, quoi. Ça devrait inclure le droit de choisir de partir selon tes termes. Et le film traite un peu ces questions-là. Alors pas assez à mon goût, il les traite vraiment qu'à la toute fin. Et de manière que je trouve un peu pour éviter le sujet. Mais n'empêche que ça soulève un peu ces questions-là. Et je crois que d'ailleurs en ce moment en France on a une convention citoyenne sur le sujet, quoi, sur la fin de vie. Euh, donc tu vois, c'est un sujet d'actualité, ça n'a pas de sens de le dire parce que c'est un sujet humain profond qui a toujours été d'actualité, mais qui dernièrement trouve un peu de médiatisation, un peu plus, via ce film, via la convention citoyenne du moment. Et voilà, du coup, effectivement, je suis assez d'accord avec le point de départ, avec Scarblone, là, qui est que le fait de vieillir est beaucoup plus inquiétant que le fait de mourir. Et du coup, lui, effectivement, c'est sous l'angle de ce qui me fait peur dans le fait de vieillir, c'est l'oubli. Alors bon, je comprends ce qu'il veut dire, je vais continuer la vidéo, mais c'est vrai que le point de départ, je le partage, quoi, qui est de... Enfin, même s'il a dit au début, je suis comme tout le monde terrifié de la mort. Moi, je suis en mode... J'ai plus peur de la mort des autres que de la mienne, déjà. Et sur la mienne, effectivement, voilà, c'est plus le vieillissement, et mal vieillir, surtout. Parce que après, il y a des gens qui vieillissent super bien, hein. T'as certains, ils ont des grands-parents, ils ont 80 piges, 85 piges, ils sont actifs, ils sont voilà, bon, tu peux aussi bien vieillir et finir ta vie de manière belle et voilà. Mais effectivement, mal vieillir, c'est une vraie inquiétude.
Alors là, il en mélange un peu trois. Parce que, alors il dit, bah, voilà, je vais continuer la vidéo. Mais bon, en tout cas, le point de départ, il est intéressant. D'être seul. C'est vraiment la peur d'oublier. Je suis profondément déstabilisé quand il m'arrive de penser que toutes les actions que j'entreprends chaque jour, mes objectifs, mes convictions, pourront un jour se volatiliser comme un château de cartes. Je ne parle pas de mourir, je parle de vivre en étant déjà presque mort. Ouais, vous l'avez compris, on va pas du tout rigoler aujourd'hui. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Vous regardez un peu, vous faites ce que vous voulez. Bon, je sais qu'il ne faut pas vivre dans le passé, pourtant... Ouais. Ouais, donc oui, c'est vraiment cette idée d'oubli. Bon, après, je vais attendre un peu plus loin dans la vidéo pour donner mon contrepoint. Mais il y a une nécessité absolue à l'oubli dans l'existence. C'est-à-dire que l'oubli fait partie de notre mode de fonctionnement et l'oubli est sain. Mais je pense que ici, lui, ce dont il parle, c'est plus l'oubli des choses signifiantes. Après, on va le voir, il y a un moment dans la vidéo où je trouve qu'il passe full psychopathe. Genre, clairement, il y a un truc qui m'inquiète pour lui et pour sa santé mentale. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je donnerai mes critiques sur la notion de peur de l'oubli. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant avec la vidéo, c'est comme on disait, qu'elle touche à quelque chose d'assez universel, quoi. J'ai toujours peur de l'oublier. Mais en réalité, on peut pas vraiment l'ignorer. Quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on a toujours un pied dans le passé. Si bien qu'il embrasse notre perception à chaque seconde. Qu'on essaye d'être dans le moment présent ou non, notre cerveau compare toujours notre présent avec le passé. Quand vous regardez cette vidéo, vous la voyez, mais votre vécu s'y introduit fatalement. Vous ne pouvez regarder qu'à travers lui. Et quand on se projette dans l'avenir, c'est pareil. C'est toujours une projection ou une comparaison avec ce qu'on a déjà expérimenté. Idem pour la réjouissance. On espère que le futur sera mieux que le passé, différent, ou encore identique à un moment qu'on a aimé. Et même pour l'imagination, en vrai. Même si cela semble nouveau, c'est difficile de concevoir une imagination pure, indépendante à tout élément préexistant. Si on ne peut se défaire du passé, mieux vaut en être conscient et tout au plus, être en paix avec lui. Car dans le fond, il construit notre identité. Et si on perdait toutes les formes de mémoire que l'on possède, serions-nous toujours vraiment qui nous sommes ? Ouais, alors, bon... Moi, déjà, là où... Alors, peut-être qu'il en parle plus tard. Mais moi, déjà, la première chose qui me gêne dans son point de départ, c'est cette idée que le passé... Enfin, c'est sa vision du passé, en fait. Parce que quand il dit « Quand je suis dans l'instant présent, je suis déterminé », bah, en vrai, Scarblone, il y a plusieurs... Tu vois, si tu veux regarder le replay de la semaine dernière, on a fait aussi un commentaire sur Scarblone sur la question de l'éternel retour chez Nietzsche. Ça nous a pris les 2 heures, parce qu'en fait j'ai pris 1 heure à recontextualiser Nietzsche et après on a passé 1 heure à parler de la vidéo et du concept d'éternel retour. Elle était très chouette. Moi perso, je suis content parce qu'on m'a fait des bons retours sur le live de la semaine dernière. Donc si là la vidéo elle te plaît, je te conseille vraiment d'aller voir Scarblone et puis bah à la limite la vidéo de la semaine dernière quoi en replay. C'est toujours bien fait. Après voilà, moi j'ai toujours des critiques philosophiques à faire dans sa compréhension des choses. Mais l'animation est toujours chouette. Ce qu'il y a, c'est qu'il est souvent beaucoup plus dans une réflexion individuelle que dans une réflexion philosophique. Enfin, plus dans une réflexion psychologique sous un angle individuel que dans une réflexion philosophique générale. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ces vidéos et c'est ce qui fait que c'est pas juste de la vulga philo, que c'est vraiment juste un mec qui propose des trucs à penser. Moi là, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que... Et peut-être que ça viendra plus tard, mais il questionne pas ce qu'on appelle le passé en fait. C'est-à-dire que là, il y a une vision où c'est... Comment dire ça ? C'est comme s'il prenait le passé comme un fait brut. C'est-à-dire qu'il y aurait la somme des expériences passées qui se cumuleraient de manière brute et qui, en tant que telle, fournirait le présent, constituerait le présent constituerait viendrait déterminer notre manière de se projeter dans le futur, notre imagination, donc fondamentalement aussi notre manière de nous projeter, notre présent, nos vécus, etc. Et donc, de dire on a toujours un pied dans le passé, je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que bien sûr qu'il a raison sur le fait que le passé nous détermine, nos actions nous déterminent, et donc c'est une forme de critique un peu spinoziste du libre arbitre, quoi. C'est un peu une critique voilà, de l'idée comme quoi nos actions seraient totalement, fondamentalement libres et non déterminées, parce qu'elles sont toujours le produit aussi d'actions passées. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans sa vision, j'ai l'impression qu'il oublie que... En fait, je vais le dire comme ça. Pour moi, c'est pas le passé qui fait le présent, c'est le présent qui fait le passé. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une donnée brute, mais une donnée brute qui est toujours relue au travers de tes cadres présents. C'est qui tu es maintenant. C'est le cadre d'action dans lequel tu te trouves. C'est
les actions que tu as besoin de mener, c'est tout ça en fait, c'est tout ce qui te constitue là maintenant, dans les enjeux dans lesquels tu es pris, dans les actions que tu as besoin de faire avec les gens qui t'entourent maintenant, qui va donner un sens particulier à ton passé. Tu vois, en gros, moi je pense beaucoup à la pensée de Paul Ricoeur par rapport à ça. Et je pense qu'en fait, beaucoup de mes critiques à la vidéo vont porter sur. Enfin, vont être fondées sur les pensées de Paul Ricoeur dans Temps et Récit et de Nietzsche, quoi. Parce que. En fait. Ah, attendez, j'ai peut-être un texte de Paul Ricoeur. Bougez pas. Je crois que je suis quelqu'un d'intelligent. C'est pas sûr, ça arrive pas souvent, mais je crois. Hop. Philo, conscience. Je crois que je suis quelqu'un d'incroyable. Mais oui, tout à fait. Ouais, vous voyez, en fait, le truc, c'est que. Attends, je relis. Ouais, non, c'est pas le bon. Bon, bref, on s'en fout. En gros, le principe de Ricoeur, c'est qu'il distingue deux types de manières d'être. Alors, c'est la somme des éléments passés qui forment ton présent quand même, au sens où ça te biaise dans la façon de réfléchir pour le futur. Après, c'est vrai que c'est aussi la façon dont tu te rends compte du présent et comme tu vis qui va déterminer tes futurs souvenirs. Désolé si c'est pas là. Non, non, je comprends complètement ce que tu veux dire et t'as raison. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est pour ça. En fait, Ricoeur, il distingue deux types de trucs. Alors, je vais faire un truc que Maureen m'a dit de faire. Elle m'a dit de faire une espèce de... Ah, mais j'aurais dû le faire avant. Maureen, elle m'avait dit de faire une espèce de post-it, de note quelque part dans le chat pour que je puisse noter les trucs au fur et à mesure. En fait, je vais le mettre dans le chat, ça sera plus simple. Mais en gros, tu vois, Ricoeur, il distingue deux types de conscience, deux types d'identité. Il y a l'identité idem, qui est l'identité qui est constituée de tes souvenirs, en fait, c'est-à-dire que c'est ton toi passé, c'est ce que tu as vécu. Et il y a ce qu'il appelle l'identité ipsé, qui est l'identité telle que tu la vis maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité ipsé, c'est ta conscience sous sa forme actuelle. Et cette conscience-là, elle n'est pas la même si t'es énervé de si t'es heureux et calme. Elle n'est pas la même si t'es avec tes parents que si t'es avec tes potes, que si t'es avec un collègue, que si t'es avec un client. Elle n'est pas la même en fonction du sujet de la discussion que tu as. Elle n'est pas la même si t'es au bar ou si t'es en train d'avoir une discussion philosophique sur Twitch. Tu vois, cette identité ipsé, c'est vraiment la conscience dans son caractère actuel, présent, ancré dans l'action, ancré dans la réalité qui t'entoure. Et l'identité idem, pour le coup, ce serait effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire le... Ouais, ça marche, Chip, mais ça me fait plaisir que tu sois passé, c'est chouette. Et puis, bah écoute, on se revoit sur un prochain live et tu me diras ce que tu auras pensé des rediffs. Et tu vois, donc, l'identité idem, au contraire, ce serait ces éléments passés, la somme de ce que j'ai vécu, la manière dont je me suis formé au fur et à mesure. Et donc, c'est la somme de mes souvenirs. Et ce que Ricoeur dit, que je trouve hyper intéressant, c'est que la rencontre des deux, c'est ça qui forme réellement notre identité. C'est ce qu'il appelle l'identité narrative. Hop. Et ce concept d'identité narrative, c'est de dire, quand je réfléchis à qui je suis, je fais pas simplement la somme de ce que j'ai vécu, je fais pas simplement dire ce que je suis là maintenant, je fais un mélange des deux. C'est-à-dire que ce que je suis là maintenant interprète mon passé, ma somme d'expérience, ma somme de souvenirs, pour lui donner un sens là maintenant tout de suite. C'est pour ça que si on te demande qui tu es au taf, tu vas pas répondre la même chose que si on te demande qui tu es chez tes parents et on te demande qui tu es avec tes potes. Parce que même si ton identité est la idem est la même, enfin, elle grandit, elle s'augmente au fur et à mesure de ton existence. Donc c'est-à-dire que bien sûr, tu vois, les actions présentes sont des futurs souvenirs. Donc tu augmentes la quantité de souvenirs que tu as. Reste malgré tout qu'il y aura ce processus de relecture, de réinterprétation de ces souvenirs-là. Et il y a un moment de ta vie où tel souvenir-là, ça va être genre ton core memory, ce qui te définit, ton origin story de méchant. Genre, je me suis fait quitter par machin, c'était horrible, ça a défini mon existence. De toute façon, ma vie n'a été qu'une longue suite de ruptures amoureuses. Tu vois, genre, c'est ça. Tu viens de te faire larguer. Ton identité narrative, c'est je suis un homme malheureux en amour. De toute façon, toute ma vie n'a été qu'une longue suite de réjections. Je suis un romantique désespéré. Regarde, à 7 ans, j'ai ramené une fleur à machin.
et elle m'a dit non. À 15 ans, j'ai essayé de me rapprocher de machin truc, et elle m'a rejeté. Ensuite, à 18 ans, je suis sorti avec machin pendant 3 mois, mais ça s'est mal fini. Donc tu vois, en fait, ce que tu fais, c'est que dans ta somme de souvenirs, tu vas sélectionner certains souvenirs et donner un sens particulier à ces souvenirs dans le but d'alimenter un récit que tu es en train de faire sur toi là maintenant au moment où tu parles. Parce que là maintenant au moment où tu parles, dans la conscience actuelle dans laquelle tu es, ta conscience ipsée, ben t'es malheureux parce que tu viens de te faire larguer. Donc ta vie c'est ça. Tu vois. Par contre, 2 ans plus tard, dans un autre contexte, on te demande de te présenter, on te demande de raconter l'histoire de ta vie et ta conscience, bah t'auras toujours la même somme de souvenirs. Mais là peut-être que tu seras je sais pas, peut-être que tu auras. À ce moment-là, dans ta vie, le truc, c'est que. Je sais pas, t'es fan de tennis et on t'a proposé. Tu vois, t'as réussi à rentrer dans un championnat et tu vas faire le plus gros match de tennis de ta vie. Bah, à ce moment-là, ton existence, tu vois, tu vas sélectionner complètement d'autres souvenirs. Alors, il y en a certains qui restent toujours. Tes parents, les études que t'as fait, le meilleur pote que t'as rencontré quand t'avais 15 ans. Tu vois, il y a certaines choses qui vont toujours rester des éléments signifiants dans ton existence. Mais les éléments que tu choisis, le sens que tu leur donnes, ils varient au fur et à mesure du temps, ils varient en fonction de l'identité dans laquelle tu te trouves. Et donc moi, c'est ça en fait le premier point de critique que je ferai à la vidéo, c'est que je trouve qu'il fétichise un peu le concept de passé. C'est-à-dire que je trouve qu'il fait du passé une entité brute, quelque chose qui serait accessible en soi, et qui ne serait pas le sujet à du retravail, de la réinterprétation, de l'assimilation. Moi, c'est là où je suis un peu gêné. Tu vois, c'est que bien sûr que tu choisis pas ce qui t'arrive dans ta vie, mais tu choisis le sens que tu leur en donnes. Sartre, il a un propos là-dessus qui est intéressant. En gros, Sartre, il dit admettons que j'ai eu une crise mystique à 15 ans. Genre à 15 ans, j'ai commencé à réfléchir sur Dieu et c'est l'exemple que ça. Alors moi par exemple, c'est le contraire. C'est à 15 ans, j'ai commencé à chier sur toutes les religions du monde. Et j'en suis revenu depuis. Mais admettons qu'à 15 ans, tu as eu une crise mystique et tu te poses la question de Dieu. Bon, t'as pas choisi de vivre ça. Ça va faire partie de ton identité. Idem. Ça fait partie de tes souvenirs et de ton passé. Maintenant, est-ce que ça va être 15 jours dans ta vie où tu t'es posé des questions et pas plus d'importance, ou est-ce que ça va être, dans le récit que tu fais de toi-même, le point de départ d'une vie, d'une quête spirituelle qui aboutit à ce que tu es aujourd'hui parce que maintenant t'es devenu prêtre? Tu vois, c'est toi qui vas finalement donner le sens à ce souvenir-là. Et donc ouais, là je trouve que Scarblone, et je crois qu'en fait, cette critique que je fais, pour moi, elle est à l'origine même de la vidéo. Parce que c'est parce que, selon moi, il a un rapport très fétichisé au passé, comme une espèce d'entité unique, un bloc qui serait tel quel accessible, qu'il a peur d'oublier. Alors que fondamentalement, en fait, il se rend pas compte qu'il a toujours oublié. Que la vie, c'est ne plus penser à certaines choses, oublier certaines choses, donner de l'importance à d'autres, et demain, il se passe le contraire, et tu te mets à d'un coup donner énormément d'importance à un autre truc, etc. quoi. Donc bon, moi, c'est un peu le rapport critique que j'ai avec ce rapport. Bon, je vais continuer la vidéo, mais moi, c'est la première critique que j'avais à faire. Si je ne peux mettre en relation une seconde avec la suivante, puis-je toujours me rendre compte que je suis vivant? Ça marche, Julien. Bah écoute, ça me fait super plaisir que tu sois passé, en tout cas. Je suis très content qu'on ait reparlé, que tu sois passé. Et puis, bah, au plaisir de te revoir bientôt et de discuter avec toi. Mais c'était cool, en tout cas, vraiment, ça m'a touché que tu sois là. À bientôt, bisous. Finalement, notre mémoire serait indispensable à notre conscience. C'est là que je me dis, bah merde, je veux vraiment me rappeler de ma vie le plus longtemps possible. Et personnellement, j'accorde une importance immense aux souvenirs et aux périodes de la vie. Et Ouais, tu vois, quand je parlais de rapport fétichisé, j'accorde une importance immense aux souvenirs, aux périodes de la vie. Je vivrais super mal d'oublier chaque seconde de ma vie, machin. Mais en fait, c'est toujours le cas. Le travail de la conscience fait que le passé n'est pas un bloc accessible tel quel, quoi. j'aimerais aujourd'hui vous parler de tout ça en partant d'un sentiment bien particulier que vous connaissez probablement tous. Vous allez dans votre bibliothèque musicale et vous choisissez d'écouter une musique que vous écoutiez il y a des années. Bah, l'exemple, il est Et cool. bien évidemment, tout vous revient. Sum 41, bonjour, enchanté. Quand je réécoute du. Non, même pas, c'est parce que Sum 41, j'écoute encore aujourd'hui Simple Plan. Ça, ou les musiques où genre je badais dessus quand j'étais au lycée.
Les trucs de... Et, par exemple, il y a une musique que tout le monde... Oh, comment elle s'appelle cette musique que tout le monde a oubliée? Je l'ai fait il y a un mois pour 2020. Non mais attends, putain, il y a une musique, c'était par un mec qui avait fait l'équivalent d'Incroyable Talent en Angleterre, ou genre la nouvelle star en Angleterre. Il avait fait une musique... Ah putain, je sais plus. En tout cas, je badais sur cette musique comme un débile quand j'étais au lycée. Mais ouais, clairement, tu vois, c'est genre quand je réécoute du Simple Plan, je redeviens I'm Just a Kid, quoi. Cette musique, votre cerveau l'a associée à une période de votre vie. Vous apercevez des sensations, des vibrations du passé. Cela vous rappelle une atmosphère en particulier, des états d'âme, ou même encore des relations. Et le tout finit par exploser dans une synthèse émotionnelle colorée et singulière. Et c'est ce sentiment, cette puissance de réminiscence, que j'ai le plus peur d'oublier. Alors, réminiscence, pour ceux qui savent pas, la réminiscence, ça veut dire que tu te souviens de choses qui sont déjà en toi. C'est un concept qui est développé par Platon. Parce que Platon, il part du principe que la connaissance est déjà en nous. Et que du coup, tu as simplement besoin de retrouver cette connaissance. Bon, en général, quand on parle de réminiscence, c'est ça. C'est qu'il y a un truc que tu pensais avoir oublié et qui revient en toi. Et que du coup, tu retrouves une connaissance précédente passée que tu n'avais plus. Mais tu vois, ici, ouais, en fait, il dit j'ai peur de perdre ce pouvoir de réminiscence parce que j'ai peur de perdre une partie de moi. Mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire que c'est là où moi j'ai un désaccord profond avec lui, c'est que je ne suis plus celui qui écoutait ça. Moi aujourd'hui, quand je pense au Alexandre qui traînait avec Julien, du coup, qui est parti, mais ça me fait marrer qu'il soit là juste au moment où le jour où on en parle. Mais tu vois, le moi qui traînait avec Julien il y a 10 ans maintenant, au lycée, le moi qui traînait avec Cyprien, qui est parti aussi, mais voilà, j'ai l'impression d'être un vieux. De toute façon, ils sont tous morts maintenant. Quand tu vieillis, tu meurs seul. Le moi qui traînait avec Cyprien il y a 5 ans à la fac et le moi de maintenant ne sont pas fondamentalement les mêmes personnes. Ce qui fait que ce sont les mêmes personnes, c'est que je crée une fausse continuité entre ces aspects de moi-même. Je crée une narration, c'est pour ça que Ricoeur parle d'identité narrative. Je crée une narration qui lie ces différentes personnes ensemble, mais du coup, qui j'étais au lycée, qui j'étais à la fac, qui je suis maintenant, c'est le moi de maintenant qui dit qui j'étais au lycée. C'est le moi de maintenant qui dit qui j'étais à la fac. Et donc, le moi du lycée tel que je le pense maintenant n'a rien à voir avec la réalité du moi du lycée au lycée. Et le moi de la fac tel que je le pense maintenant n'a rien à voir avec le moi de la fac tel que j'étais à la fac et tel que je me pensais moi-même à la fac. Donc c'est-à-dire que quand j'y repense, quand j'ai de la nostalgie, il y a deux choses qui se passent en moi. C'est d'une part, je suis confronté au fait que en moi j'ai intégré cette existence de moi-même passée, mais il y a aussi le fait du fait que comme la musique, elle va peut-être nous ramener à des sentiments, des expériences qu'on avait oubliées. Justement, il y a ce décalage qui se crée. Il y a ce truc de ah putain, c'est vrai que j'étais comme ça. C'est comme quand Facebook il te ressort une vieille photo, tu vois, et où tu te dis ah ouais, c'est vrai que je portais ce genre de fringues, ah c'est vrai que je mettais ce genre de maquillage, ah putain, c'est vrai que je traînais avec cette personne. Et en fait, comme t'avais oublié, moi je sais que personnellement j'ai ce sentiment d'étrangéité. J'ai l'impression d'être face à un étranger quand je me vois sur des vieilles photos, sur de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est pas moi. Mais pourquoi c'est pas moi ? C'est pas moi parce que ce n'est pas la manière dont mon moi de maintenant pense mon moi de l'époque. Et c'est ça qui crée le décalage. Et c'est ce qui fait que par exemple quand t'as pas revu de quelqu'un depuis très longtemps, c'est compliqué parce que est-ce que c'est encore vraiment la même personne ? Ou est-ce que tu projettes sur elle la personne que tu connaissais à l'époque et elle a fait un parcours qui fait qu'elle n'est plus cette personne maintenant et qu'elle ne se pense plus comme cette personne maintenant ? Et pire, qui fait que du coup, la personne de maintenant ne se pense plus à l'époque comme toi tu la penses à l'époque. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça, j'espère que c'est clair quand je dis ça. Mais c'est-à-dire qu'elle a fait un travail de réinterprétation de son moi de l'époque, genre quand tu vois une vieille pote de lycée par exemple. Sa manière dont elle réinterprète son moi de l'époque est hyper distant de la réalité de ce qu'elle était, l'image que t'as gardée toi. Ce qui fait que c'est même pas genre, bah oui, on est devenus différents, mais à l'époque on était pareil. Même ça, c'est plus vrai. Parce que la manière dont la personne s'est réinterprétée maintenant, et a réinterprété son moi de l'époque maintenant,
fait que même vous êtes même plus les mêmes personnes à l'époque, quoi. Enfin, c'est ça où moi, cette espèce de passé fétichisé comme monolithe, j'ai vraiment du mal. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler de nous-mêmes au présent? Bah alors, évidemment, la conscience, elle est toujours ancrée dans le présent. Ce qui définit la conscience, c'est son instantanéité, c'est le fait qu'elle est ancrée dans un présent. Et c'est à partir de ce présent qu'elle crée les concepts du passé et du présent. Par contre, la connaissance de soi-même, disons que tu ne te connais toi-même qu'avec du recul. Et donc, moi, c'est là où je te rejoins à coup quand tu dis est-ce qu'on peut vraiment parler soi-même au présent? On ne peut pas se connaître soi-même au présent. On ne peut que observer ce qu'on a été, réinterpréter ce qu'on a été, et essayer de comprendre à partir de cette réinterprétation ce qu'on pourrait être aujourd'hui. Mais en fait, t'es toujours constamment en train de t'expérimenter toi-même, en train de te découvrir toi-même. Et donc, ouais, parler de soi-même au présent, c'est forcément en parler avec un train de retard, parce que t'en parles avec les cadres qui sont tes anciens cadres, avec le prisme de l'action dans laquelle t'es pris au moment où t'en parles. Donc, effectivement, t'as jamais une bonne connaissance de toi-même sur l'instant. C'est là où je suis d'accord avec toi. Et j'ai presque envie de dire, c'est ça un peu qui manque ouais, à la pensée de Scarblone aussi, quoi. C'est-à-dire que son rapport, en fait, voilà, c'est son rapport au temps que je trouve chelou. Et tu vois, là, par exemple, de dire, ouais, c'est ça, tu vois, on est trop, c'est ça complètement, on est trop dans l'action. On est trop dans on est trop dans ce que Ricoeur appelle cette identité ipsée, c'est-à-dire on est tellement pris dans la conscience actuelle, dans les enjeux actuels, dans s'adapter à la personne à qui on parle, s'adapter à la situation, s'adapter à ce qui me fait plaisir de me dire sur moi-même maintenant, que évidemment que voilà, cette conscience, cette identité narrative, cette conscience actuelle de toi-même n'est pas du tout une connaissance pertinente pour te comprendre toi-même qui tu es. C'est plutôt dans un recul. Mais c'est là où, tu vois, c'est là où moi ça me fait péter mon crâne et c'est hyper intéressant. C'est que c'est dans un recul sur tes actions passées que tu apprends à te connaître toi-même. Et en même temps, c'est pas vraiment tes actions passées, c'est la manière dont toi maintenant tu interprètes tes actions passées. Donc finalement, en fait, pour boucler le truc et créer un paradoxe, finalement, tu peux pas te comprendre toi-même au moment où tu parles. Par contre, en revenant sur ton passé, tu te comprends toi-même parce que c'est ton toi-même de maintenant qui interprète ton passé. J'ai l'impression d'être le chapelier fou quand je dis ça. J'espère que c'est clair quand je dis ça, mais j'ai vraiment l'impression d'être le chapelier fou qui fait des jeux de mots. Mais parce que c'est pas évident à dire parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Mais tu vois, donc c'est pour ça, en fait, en essayant de comprendre qui tu es, finalement, tu n'as accès qu'à la manière dont ton moi présent interprète ce passé-là. Donc c'est pour ça que c'est aussi un processus qui prend du temps, la connaissance de soi. Déjà, ça dépend ce qu'on appelle connaissance de soi, tu vois. Genre, est-ce que c'est la connaissance de... Ça dépend aussi des personnes avec lesquelles tu es, je pense, parce qu'on n'est pas la même personne sur une journée de travail. Ouais, complètement, complètement, mais tout à fait. T'es pas la même personne en fonction d'avec qui t'es, donc tu vas pas faire le même travail narratif, tu vas pas faire le même travail d'interprétation avec qui t'es. Moi, la manière dont je me présente et je me pense avec ma famille n'est pas la même qu'avec mes amis, n'est pas la même qu'avec Maureen. Bon, à la limite, ouais, non, mais bon, n'est pas la même qu'avec Maureen. N'est pas la même qu'au travail, heureusement. Parce que si au travail j'arrivais en disant ce que je dis avec mes potes, je me fais virer day one, quoi. Et donc complètement la conscience. Mais ça, c'est Sartre qui en parle super bien. Je me rends compte que je parle beaucoup de Sartre. Mais Sartre, dans L'être et le néant, il a un propos hyper intéressant là-dessus. Où il dit en fait, t'as besoin des autres pour te connaître toi-même. Parce que dans ta relation avec les autres, tu découvres des parts de toi que tu pouvais pas découvrir toi-même. C'est-à-dire que comme tu t'adaptes à l'autre, comme l'autre va te voir d'une certaine manière, t'as besoin de voir comment l'autre te voit pour te connaître. C'est son concept de reconnaissance en fait. Parce qu'il dit par exemple, la manière dont l'autre pense que je suis, je pourrais m'en foutre. C'est-à-dire que, genre, je suis en train de me gratter le nez dans le bus, je suis en train de me curer le nez dans le bus, quelqu'un me voit, j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Je devrais pas avoir honte. Je sais que je ne suis pas la manière dont la personne me voit. Et pourtant, j'ai honte. J'ai honte parce que je reconnais que la manière dont j'existe dans son regard est une part de moi-même. Je reconnais que la vision chez l'autre est une part de moi. J'adore parler de cette pensée selon... Ah ouais, non mais c'est clair, complètement. Et du coup, tu vois, comme j'existe aussi au travers de la manière dont l'autre me perçoit, comme je reconnais que l'image que l'autre a de moi est une partie de moi, est une partie de ce qui me définit,
bah, je vais adapter ce que je vais adapter la manière dont je me présente pour être validé dans le regard des autres. Alors évidemment, faut pas, c'est malsain, hein. C'est malsain et bon après, tous les gens disent, il faut arrêter de vivre dans le regard de l'autre, il faut se passer de ça, mais bullshit. C'est un phénomène humain fondamental. La reconnaissance, le fait d'exister dans le regard de l'autre est un phénomène humain fondamental. Et ceux qui disent j'en ai rien à foutre du regard des autres le font pour exister dans le regard des autres comme quelqu'un qui n'en a rien à foutre du regard des autres. Donc il y a aussi un moment où il faut coller le bullshit de ah mais j'en ai rien à foutre du regard des autres, je fais ce que je veux. Non, on a tous la tendance à reconnaître que la manière dont l'autre nous voit est une part de nous. Si c'est pas le cas, c'est de la sociopathie. Parce que ça implique que tu n'as jamais ressenti de honte ou de fierté à cause des autres. Et tout le monde en a tous ici déjà vécu de la honte. Et c'est un concept humain premier. Et cette honte, elle est la même chose que la reconnaissance. C'est le fait que comment l'autre me voit, je considère que ça fait partie de qui je suis. Sinon, on ne ressentirait pas de honte. Mais c'est ce qui fait aussi voilà, qu'on s'adapte aux autres, qu'on s'adapte à essayer de plaire à l'autre, à faire en sorte que l'image qu'il est de nous soit une image positive, qui va nous permettre de nous sentir bien, de nous découvrir nous-mêmes. Et en même temps, souvent, au contraire, c'est quand l'autre a une image de toi à laquelle tu t'attendais pas, que bah, tu t'en apprends plus sur toi, tu t'adaptes et tu te dis ah ouais, peut-être que en fait, je fonctionne comme ça et je m'en étais pas rendu compte, quoi. Mais en tout cas, voilà, tu vois, c'est ça, et c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. La conscience actuelle, elle est trop prise dans des rapports d'action, dans des rapports interpersonnels. Elle-même, elle interprète le passé, sa place dans ton existence actuelle, et donc, le passé que fétichise Scarblow n'existe pas. Et là, quand il parle de réminiscence, de ah ouais, la musique, elle m'a renvoyé à une époque de moi, et en fait, bah, ça fait partie de moi, et je veux surtout pas l'oublier parce que j'ai peur d'oublier une partie de moi, ce n'est pas une partie de toi. Ce n'est plus une partie de toi. Le passé n'est pas cumulatif. L'identité n'est pas cumulative. C'est pas une suite d'expériences qui se cumulent. C'est un travail de réinterprétation constant. Et donc moi, justement, ce truc de réminiscence, je l'ai aussi, hein, quand j'écoute une musique de l'époque. Oui, complètement. Et c'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie de... Mais t'as tout à fait raison, Akou. C'est hyper juste ce que tu dis, c'est ça. C'est full de la nostalgie. C'est espérer... Parce que ça, en fait, quand t'es nostalgique d'une époque dans laquelle tu imagines que ce que tu vivais à l'époque... Enfin, voilà, comment dire. T'es nostalgique d'une époque où ta narration de toi-même te plaisait plus. Et du coup, en fait, mais c'est hyper dangereux la nostalgie là-dessus. Alors évidemment, on peut avoir des moments de notre vie qu'on chérit plus, mais j'ai toujours trouvé, moi, la nostalgie... Alors, il y a des gens qui aiment beaucoup la nostalgie. J'avais un pote comme ça qui me disait que le sentiment nostalgique, il trouvait que c'était un des sentiments les plus beaux chez l'être humain. Moi, je crois que je me suis jamais senti nostalgique. Bah, tu vois, la nostalgie, c'est vouloir revivre un moment... C'est même pas vouloir revivre un moment parce que ça nous manque. La nostalgie, ce serait plus ce sentiment de... Je veux retrouver la manière dont à ce moment-là, je me vivais moi-même. La conscience que j'avais de moi-même à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est souvent ça dans la nostalgie ce que tu recherches en fait. Tu vois, les gens les gens de 50 ans qui sont nostalgiques de leur jeunesse, ils sont pas nostalgiques de pas avoir de téléphone. Ils sont pas nostalgiques de galérer à écouter des musiques qu'ils connaissent pas. Ils sont pas nostalgiques de payer en francs et de galérer. Ils sont nostalgiques du fait qu'à l'époque, ils se pensaient d'une certaine manière. Tu vois, quand t'es nostalgique de par exemple... tu vois, si t'as eu beaucoup de pouvoir, si t'as eu un poste important, et que d'un coup, tu démissionnes ou t'es viré et tu te retrouves dans un boulot moins important, la nostalgie de ton ancien boulot, c'est surtout une nostalgie de... À l'époque, je me pensais comme important. Je me pensais comme quelqu'un qui avait réussi. Et ce qui te manque, c'est la manière dont tu te vivais toi-même à l'époque, quoi. Et c'est pour ça, en fait, Scarblow est full dans une nostalgie, mais une nostalgie que je trouve flippante, mais aussi parce que moi, je suis vraiment... Je me pense très immunisé à la nostalgie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est capable vraiment de ressentir de la tristesse, du stress, de la dépression, c'est pas le sujet. Mais par contre, la nostalgie précisément comme sentiment, c'est vraiment un sentiment duquel je me sens assez immunisé. Et sur lequel, là, je trouve qu'il y a typiquement, tu vois, quand il dit « Ah ouais, cette musique me replonge dans cette époque, et donc je suis nostalgique parce que je repense comment je me pensais à l'époque, et je me dis que c'est une part de moi que je ne veux pas perdre », je suis en désaccord fondamental avec l'idée que c'est une part de toi. Et c'est pour ça que moi, je sais, et je pense que le fait que je ressente pas forcément de nostalgie est lié à ça,
c'est que quand je repense à mon moi de l'époque, au travers d'une musique, un truc comme ça, euh, en fait, fondamentalement, ouais, mais je comprends. Mais tu vois, quand je me replonge dans un moment de nostalgie, un truc comme ça, je suis. En fait, j'ai un rapport d'étrangéité à ce que j'ai été parce que ça me ramène à la réalité de ce que j'étais à l'époque qui s'oppose à la manière dont aujourd'hui j'en fais la narration. Et c'est pour ça que moi j'ai un rapport très d'étrangéité avec ce truc-là. Alors coucou Pros en Flamme, bonsoir, êtes-vous étudiant en philosophie? Si tel est le cas, en quelle année? Alors je suis pas étudiant, je suis plus étudiant depuis 3 ans, je suis professeur. Je suis prof de philo au lycée et je donne un cours à la fac également. Donc je sais que je suis un peu... voilà, je, je fais plus jeune, ça me fait plaisir. Mais voilà, je suis dans le Nord, je suis professeur, donc moi je vis près de Lille. Je suis professeur en lycée, je donne donc des cours de philo en terminale et en première dans l'option HLP au lycée à Vingles. Et je donne un cours dans la licence de philosophie-sociologie à Lille, à la fac de Lille en première année de la licence philo-socio à Lille. Voilà. Oui, oui, tu fais plus jeune, tu fais 40 ans. J'ai pas eu la grecque, j'ai eu le CAPES. J'ai essayé de passer la grecque. J'ai essayé de passer la grecque, mais j'ai essayé de la passer l'année du Covid. Donc clairement, si tu veux, le premier jour du confinement, c'était le 17 mars. Le jour prévu de la grecque, c'était le 17 mars. Donc la veille de la grecque, j'ai appris qu'on était en confinement. Et donc moi, je m'étais énormément préparé à la grecque, mais j'ai très mal vécu le confinement, ça a été vraiment un moment difficile. Ce qui fait qu'au final, quand il a fallu la passer 4 mois plus tard, j'étais vraiment pas dans les conditions pour. Et donc l'année d'après, je me suis plus... Ouais, la baraka, c'est ça. L'année d'après, je me suis plus détendu, enfin détendu. J'ai repris soin de moi, on va dire. Et ce qui fait que j'ai décidé de pas passer la grecque cette année-là. Par contre, j'ai quand même passé le CAPES. En même temps que je préparais un contrat doctoral, bon que j'ai pas eu au final. Mais en même temps que je préparais un contrat doctoral. Et au final, j'ai eu le CAPES sans trop de difficultés. Voilà. Donc je pense peut-être repasser la grecque en interne un jour. Mais plus pour des raisons de praticité et de salaire finalement. Mais pour l'instant, moi, ça me va très bien. Je suis content enfin, j'ai aucun problème à être certifié. Je suis content de mes classes. Je fais beaucoup d'heures, mais ça va. Et ça m'empêche pas d'avoir mon cours à la fac, donc c'est cool quoi. Voilà, mais en tout cas, ouais, voilà, clairement, c'est le destin qui a pas voulu que je passe la grecque. Genre, il m'a mis un confinement le jour de la grecque. Il m'a dit non, c'est pas pour toi. Mais voilà, et du coup, bah écoute, si tu. Il me semblait que pour le lycée, il fallait avoir la grecque, je l'apprends. En revanche, je sais pas, me suffit pour enseigner en université. Ouais, ouais, alors en fait, en lycée, tu peux être capétien ou agrégé. Tu peux être certifié ou agrégé, ça n'a aucune différence. En collège ou en lycée, tu peux être certifié ou agrégé, ça ne change rien. Enfin, ça change rien. Si t'es agrégé, t'as moins d'heures, t'as 15 heures au lieu de 18 et t'es payé plus. Mais tu peux complètement. Par contre, effectivement, en général, ils prennent plutôt des agrégés à la fac. Donc c'est pour ça que moi je suis pas professeur d'université. J'ai pas une chaire à l'université, j'ai pas un poste d'enseignant-chercheur à l'université. Je suis intervenant extérieur, mais je donne un cours magistral quand même. Et ce qui fait que bon, je suis assez, ma situation est assez rare parce qu'effectivement quelqu'un qui a seulement son, en gros moi j'ai le niveau, en gros j'ai mon master, j'ai mon CAPES. Donc c'est très j'allais dire c'est très basique, c'est déjà bien, hein. Je suis déjà très content et je suis déjà très fier. Mais j'ai mon master et le CAPES. Et en général, les gens qui donnent des cours à l'université sont plutôt soit en doctorat, soit docteur et très souvent agrégés. Moi, ce qui a fait qu'ils m'ont donné le cours, c'est que j'ai toujours été hyper actif dans la fac. J'ai été représentant étudiant, j'ai créé un café philo. L'année de la grecque, j'essayais vraiment de pousser tout le monde, d'être hyper moteur cette année-là. Et donc je me suis fait repérer en quelque sorte par les profs de l'université de Lille comme quelqu'un de motivé, d'engagé. Et j'avais fait moi-même la licence philosophie-sociologie. Et mon master portait sur la philosophie sociale et politique, donc ils savaient que j'étais intéressé par ces questions. Ce qui fait qu'en fait, le hasard a fait qu'ils cherchaient un poste pour le cours magistral en première année de philo sociaux. Et ils m'ont proposé, quoi. Ils m'ont dit. Ils m'ont
Ils m'ont proposé, voir si ça marche, et puis bah ça s'est bien passé, donc ils continuent à me le donner. Bon, potentiellement, ils pourraient peut-être même me donner d'autres cours, je verrai ça, parce qu'après, temps plein au lycée, c'est déjà quand même un travail en soi, surtout en 18 heures. Mais, euh, mais potentiellement, je vais voir, parce que pour l'instant, j'ai qu'un cours qu'au premier semestre, j'aimerais bien en avoir un au deuxième aussi. Mais parce que pour le plaisir intellectuel, c'est-à-dire qu'être prof de fac, c'est aussi parler d'autres choses, c'est traiter de sujets plus précis. Et donc, c'est ce plaisir intellectuel que j'ai voilà. Bah, par exemple, mon cours à la fac, il porte sur la question de la ville et de ses aménagements. Et donc, je propose une réflexion philosophique sur le concept de vivre en commun, la possibilité même de l'association politique, tout ça. Ah, bonsoir Romain, coucou. Euh, et donc voilà, c'est un plaisir intellectuel différent que traiter de ces sujets-là. Et bon, apparemment, ça me suffisait pas. Hein. J'étais déjà prof de lycée et prof de fac, mais je me suis dit, il n'y a pas de philo sur Twitch. Pourquoi pas créer une chaîne de philo sur Twitch? Et donc, bah, du coup, voilà, tous les mardis, j'essaye de proposer une réflexion autour d'un sujet, autour d'un... Alors, parfois, c'est autour d'un auteur. Par exemple, la semaine dernière, on a fait sur Nietzsche. Parfois, c'est de la réac de vidéos. Et là, ben, cette chaîne, Scarlet Animation, c'est une chaîne que m'a conseillé un ami. Et on était sur une vidéo qui porte sur la peur d'oublier. Ce qui apparemment pour Scarblone est un gros sujet. Puisqu'il dit qu'il est terrifié par la notion d'oubli. Et donc là, je proposais un peu une critique en disant que je partage complètement le point de départ, qui est en fait la peur de mal vieillir, la peur de perdre ce qu'on a été. Mais que par contre, j'étais assez en désaccord parce que je trouve qu'il a un rapport très fétichisant au passé. Avoir le passé comme une espèce de bloc surplombant dont chaque élément, chaque détail serait important, signifiant pour qui on est. Ce à quoi j'opposais plutôt une vision empruntée de Paul Ricoeur dans Temps et Récit, selon laquelle c'est notre conscience présente qui détermine ce qui dans notre passé est signifiant ou non, quoi. Coucou Romain, bah ouais, moi ça va, tranquille, écoute. Et du coup, t'as clairement. Ouais, d'accord, donc t'es clairement pas venu au cours aujourd'hui. Bon, j'avais pas cours avec toi aujourd'hui, donc j'ai pas vu, mais. Mais bon, j'espère que tu seras là demain par contre, hein, parce que surtout que le cours demain il va être chouette. Donc, ouais, grève. Tu fais grève pour ton salaire d'étudiant, le fameux, ouais. Oui, oui, bah, Romain est un élève. Et Aku est en première, mais c'est pas un élève à moi. Mais c'est vrai que j'ai souvent des élèves à moi qui passent sur le chat. Donc ça me fait plaisir, c'est cool. Et Romain qui du coup pense, en tout cas, bah, là c'est le dernier jour de Parcoursup, donc voilà. Mais qui pense peut-être partir en philo. Mon préféré. Ah, faut pas le dire trop fort, hein. Surtout que ça m'attire des problèmes, hein, donc. Non, non, évidemment. J'aime tout le monde. Mais voilà. Et toi, du coup, Prose en Flamme, je me permets de te tutoyer, hein, comme c'est sur Twitch, mais Prose en Flamme, du coup, toi, t'es étudiant en philo, t'es intéressé, t'es prof aussi. Enfin, qu'est-ce qui, voilà, moi, ça fait très plaisir que tu viennes. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a conseillé la chaîne? Est-ce que voilà, je suis curieux de savoir comment t'as découvert la chaîne et si t'as un rapport, enfin, ton rapport à la philo, quoi. J'ai pas séché, j'ai soutenu mon prof favori. Je suis vraiment arrivé par hasard. Bah écoute, c'est cool. Alors déjà, ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que j'apparais sur les algorithmes. Donc je t'avoue que je pense que tu es la première personne à venir par hasard. Et donc, ben, merci beaucoup. Et ça me touche que du coup le truc t'ait attiré. Et bah, en tout cas, j'espère que le concept te plaît. Là, je vais recommencer un peu la vidéo pour qu'on avance dessus. Mais en tout cas, voilà, j'espère que l'idée te plaît. Et je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. Hop. Ces associations musicales laissent en moi des marqueurs émotionnels qui forgent mon Donc identité. pour ceux qui viennent d'arriver, je reprécise, on en est dans la vidéo. Il explique que étudiant en philo de mon côté en deuxième année de licence, j'envisage pas l'enseignement pour l'instant, en tout cas dans le meilleur des mondes, j'aimerais faire de la recherche. Ok, t'es dans quelle fac? Et écoute, ben ouais, ouais, moi quand j'ai créé la chaîne, c'était aussi potentiellement. Alors, j'imaginais que ce serait à destination de tout le monde, bien sûr, aussi pour aider les élèves au terminal s'ils ont besoin, mais je me disais que ça serait chouette d'avoir des étudiants aussi. Et du coup, bah écoute, s'il y a des sujets qui t'intéressent, s'il y a des éléments auxquels tu souhaites discuter,
même par rapport à tes cours, hein, parce que je dis pas ça du tout en mode supérieur ou quoi, c'est juste que genre ben je suis passé par là aussi. Du coup, ben voilà, s'il y a des sujets sur lesquels tu souhaites qu'on échange, juste pour le plaisir d'échanger dessus et d'avoir un rapport là-dessus, c'est avec grand plaisir. Et donc bienvenue dans Mange ta philo. À la Sorbonne, ok, ça marche. Donc ouais, donc moi c'était à Lille, mais du coup je crois qu'on a quelques professeurs qui ont fait l'aller-retour entre Sorbonne et Lille, donc potentiellement on a eu peut-être des professeurs en commun. Pas besoin d'aide quand on n'a pas. Ouah, ça me sauce dans les commentaires, quand même. Hein. Mais voilà, du coup, je reprécise pour là où on en était pour ceux qui viennent d'arriver. Donc là, voilà, il parlait du fait que certaines musiques lui créent un effet de réminiscence, donc de sentiment re- de revenir à la conscience des souvenirs oubliés, en prenant le mot à Platon, comme je disais dans le Ménon. Qui considère lui comme des parts de lui, ce sur quoi moi j'avais un rapport critique, puisque je considérais qu'en fait une partie de soi qui ne fait plus partie de la manière dont aujourd'hui on se pense n'est plus nous. C'est-à-dire que je pense qu'il faut abandonner l'idée d'une identité stable et cumulative. C'était la critique que je faisais. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette peur de perdre ses sentiments est peut-être finalement paradoxale. Parce qu'au fond, ces choses-là, on serait un peu moins susceptible de les oublier. La musique, elle danse avec la mémoire. Ces expériences de réminiscence musicale sont incroyables. Elles sont si exceptionnelles que chez des personnes atteintes Pauvre chou, Romain, pauvre chou. Mais c'est vrai, mais pauvre chou. de troubles de la mémoire, elles constitueraient une des meilleures façons de se rappeler. En réalité, les souvenirs sont Oui, alors ça, effectivement, c'est vrai, c'est beaucoup utilisé dans ce qui va être traitement autour des personnes âgées, notamment atteintes de troubles de la mémoire. C'est effectivement la musique qui aide énormément à la réminiscence. C'est-à-dire qu'on conseille beaucoup aux gens proches de patients atteints de sénilité ou d'Alzheimer d'utiliser la musique parce que la musique a un rapport extrêmement émotionnel. Or, la mémoire, elle est aussi d'abord mémoire sensitive et émotionnelle. C'est-à-dire que je sais pas si ça vous est déjà arrivé parfois de juste sentir une odeur et d'être complètement replongé dans un endroit. Mais la dimension de la mémoire, elle n'est pas seulement visuelle comme on a tendance à le penser, parce que vous savez, l'image de la représentation picturale, elle a été très utilisée en philosophie pour parler des idées et des souvenirs, notamment avec la caméra obscura chez Locke, c'est-à-dire l'idée chez Locke, chez John Locke, hein, donc, qui est un des créateurs de l'empirisme, donc l'idée selon laquelle nos idées viennent de l'expérience et totalement de l'expérience, c'est que l'esprit serait comme ce qu'il appelle une chambre noire, une caméra obscura. Donc en gros, avec l'idée que le monde passerait dans nos organes de perception et peindrait une espèce de fresque au fond de notre esprit, et que cette image constituerait le monde, constituerait notre connaissance du monde. Ce serait nos idées, en fait. Nos idées seraient la manière dont le monde est projeté au travers de nos organes de perception. Il appelle ça caméra obscura parce que c'est comme en fait finalement en photographie. Donc c'est la chambre noire d'un appareil photographique où l'image est projetée. Ouais, voilà. Ah bah nickel, c'est pour Locke particulièrement en plus. Mais alors comment on fait pour zoomer déjà ? Non, contrôle. Ah, voilà. Vous voyez où il y a en gros là, on voit la tour qui se projette à travers le trou et qui vient ici se reprojeter sur le fond du mur. Et l'idée ici serait que la boîte serait l'esprit humain, le trou étant l'œil. Et donc, on a cette idée chez Locke d'un empirisme total, c'est-à-dire que toutes nos connaissances viennent directement de l'expérience. Et donc, ça crée cette image fondamentalement picturale de la connaissance. Or, le souvenir et les idées qu'on a des choses ne sont pas liés qu'à ce sens-là, et le rapport sensitif, il est complet. C'est-à-dire qu'un bruit, une odeur, une sensation sont tout aussi capables, voire souvent plus capables, de ramener un souvenir dans sa précision qu'une image. Et donc ici, la musique, voilà, c'est aussi pour ça que son caractère sensitif et émotionnel, elle est fondamentale dans le travail de souvenir. C'est pour ça que voilà, les personnes qui souffrent de problèmes de mémoire, on a tendance à essayer de les stimuler en leur montrant des photos, en leur montrant des images, en leur montrant des photos d'eux avant, en leur faisant rencontrer des gens.
fondamentalement, ce n'est stimulé qu'un sens parmi les différents sens qui peuvent stimuler la mémoire, et donc effectivement, voilà, musique qui joue ce rôle-là. Difficile à Juste une petite parenthèse, mais que je trouve intéressante. localiser avec précision. Ils peuvent impliquer plusieurs parties du cerveau. Et avec le temps, il est courant de perdre l'accès aux souvenirs. Mais en réalité, perdre leur accès ne signifie pas vraiment leur effacement. Et la musique, elle peut justement faire rentrer en résonance le cerveau de façon étendue, en stimulant plusieurs parties de celui-ci. Et du coup, si un souvenir a été associé à de la musique, il aurait en théorie plus de chances de rester accessible ou d'être réactivé. La musique... Bah, alors, quand tu dis c'est de la nostalgie, c'est dans quel sens? C'est-à-dire, parce que là, on parle vraiment juste de remémoration, tu vois, c'est-à-dire que vraiment la capacité qu'auraient les sens et le rapport émotionnel et instinctif à nous faire remémorer les choses. Là, effectivement, ici, ce qui serait de l'ordre de la nostalgie, c'est quand il dit que En fait, ce qui est de l'ordre nostalgique dans sa réflexion, c'est sa peur de cet oubli-là. Cette peur... Merde, c'est crippling en anglais le mot. Cette peur handicapante, profonde qu'il a de l'oubli, qui serait qui chez lui, voilà, montre un vrai sentiment nostalgique. Mais là, je pense... Là, ce que je disais par rapport aux souvenirs, tout ça... Ouais, non, voilà, l'idée de se souvenir du moment avec un simple sens, c'est pas tant nostalgique, c'est simplement, je parle vraiment dans le travail de stimulation des gens atteints de troubles de la mémoire, ou c'est simplement dans la remémoration. Je fais vraiment une différence entre d'une part la remémoration, qui est simplement la capacité à se souvenir, qui est une question, bon, neurologique, voire, enfin peut-être psychologique, mais qui est surtout de l'ordre corporel, scientifique, d'une part, et d'autre part la nostalgie, qui est vraiment l'émotion précise d'un rapport affectif émotionnel à ce souvenir-là, et une projection de ce souvenir-là comme étant une période dont on préférait ce qu'on était, dont on aimerait revivre la conscience qu'on avait à cette époque. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Là je parlais vraiment de ce premier aspect purement neuroscientifique, de la remémoration en elle-même à l'aide des différents sens. Bon, Romain, c'est bon. La musique serait une clé pour stimuler et ouvrir à nouveau le chemin vers le passé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, les sentiments que j'ai le plus peur d'oublier seraient finalement ceux que je suis moins susceptible d'oublier. Tout est bien qui finit bien! Non, ça va plus loin que ça. La musique, ça m'a clairement aidé à développer ma mémoire. J'ai toujours régulièrement écouté de la musique comme un demeuré depuis la 6ème, et d'une façon assez particulière. Par exemple, sur mon Deezer, j'ai une playlist par année, c'est-à-dire que chaque nouveau morceau que je découvre, je l'ajoute à la suite pour garder une chronologie avec ma propre vie. Je ne remets jamais 2 fois le même morceau dans 2 playlists différentes. Du coup, tout est rangé par année, dans l'ordre, et mon cerveau a associé chacune des musiques à ce que je vivais. Du coup, je peux facilement me balader dans... Ouais. Donc là, on rentre dans le moment de la vidéo où je trouve que c'est un gros psychopathe. Ouais, c'est le moment de la vidéo où je me dis, ok, cet homme a un problème, c'est-à-dire que ce rapport fétichisant au passé et à l'oubli, là, il devient problématique. Genre là, ça atteint un point où vraiment, c'est une vraie peur profonde chez lui. Alors, mais pareil, c'est vrai que moi aussi j'ai les playlists. Alors moi, je fais pas des playlists volontaires, mais vous savez, c'est les mix Spotify où des fois je réécoute mon mix de genre 2021 et je m'amuse à dire ouah, c'est vrai que j'avais pété un plomb sur cette musique, et je me rappelle du coup de pourquoi j'avais pété un plomb et des conditions dans lesquelles je l'écoutais. Et ouais, c'est vrai qu'il y a un plaisir pris, mais qui est un peu ça marche, Romain, bon appétit, j'ai envie de dire, du coup, parce que j'imagine que c'est pas l'autre. Puis on se retrouve demain. Merci beaucoup d'être passé, c'était cool. J'ai pas de musique dans 2 playlists pour les différencier du moment. Oui, je comprends ce que tu veux dire, parce que justement, effectivement, moi je raisonne beaucoup comme ça aussi, mais c'est vrai que moi mes playlists, je vais plus les faire par mood, c'est-à-dire l'émotion que je recherche. Par contre, ouais, le coup de se retaper les mix Spotify, il y a un peu ce plaisir de remémoration. Par contre, vraiment, et là-dessus, alors je sais que ça paraît subjectif, mais parce que je pense que ça permet de questionner le sujet, j'ai vraiment pas de rapport nostalgique quand je fais ça. Je suis pas en mode, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas ce truc de... Oh mon dieu, mais c'est vrai que j'étais ça, j'aimerais tellement revivre ça, j'ai peur d'oublier que j'étais ça. Encore une fois, moi j'ai ce rapport vraiment d'étrangéité, de dire, ah oui, c'est vrai que j'étais cette personne. Genre, j'étais cette personne qui a vécu ces choses-là, et je m'amuse à le confronter à la manière dont, dans ma narration de moi-même actuelle, je m'étais fait ce souvenir de mon mois de 2021. C'est-à-dire que dans celui que je suis maintenant, je m'étais fait une représentation de mon mois de l'époque, et du coup je m'amuse de la confrontation entre ça et la réalité du mois de l'époque dont les traces gardent. Mais c'est vrai que par exemple, moi je suis pas du tout du genre à prendre des photos.
suis pas du tout du genre à me replonger dans des vieilles photos, à me replonger dans des vieux trucs, etc. Donc c'est vrai que j'ai l'air très immunisé au sentiment nostalgique. Ces Là où lui, pour le coup, voilà, il a vraiment ce truc de le rechercher absolument, quoi. bibliothèques pour littéralement voyager dans le temps. Et le soir, avant de me coucher, j'aime prendre le temps d'écouter de la musique pour faire une sorte d'introspection, de savoir où j'en suis dans ma vie. Soit j'écoute des musiques du passé et je me replonge dans l'année de mon choix, soit j'écoute la musique associée au moment présent et je me dis que j'ai de la chance de pouvoir vivre une autre période de vie. Tout ça est bien entendu à différencier de la nostalgie. Ah, bah, bon, ça va être intéressant parce que nous, depuis tout à l'heure, on appelle ça nostalgie, mais on va voir. Ce n'est pas pour moi une façon de rester bloqué dans le passé, j'ai pas envie de le revivre. Ces sentiments me donnent juste de la force. C'est presque une forme de méditation pour moi, c'est ce qui me permet de faire le point. Et du coup, je me rappelle de pas mal de trucs parce que il y a une sorte de dimension émotionnelle qui a été ajoutée à la chronologie de ma vie. Et cette dimension, elle est intéressante en vrai. Si elle me permet de naviguer plus facilement dans ma mémoire, c'est parce que dans mon esprit, elle est involontairement segmentée en périodes. C'est vrai, quand vous expérimentez une réminiscence, en général, ça vous rappelle une période donnée. Et dans mon cas à moi, plusieurs musiques du passé peuvent me renvoyer à un même ressenti unique et global, qui comprend généralement plusieurs événements. Ces ressentis... Ouais, mais c'est dur de se placer. Parce qu'il définit la nostalgie comme le fait de vouloir revivre une période passée. Et du coup, d'être dans un rapport de ma vie était mieux avant, je veux y retourner parce que ma vie est nulle maintenant. Et je suis d'accord, hein, je partage avec lui qu'on parle pas de ce type de nostalgie. Mais en même temps, je crois que ma définition que je donnais de la nostalgie depuis tout à l'heure, c'était plutôt... Mais dans cette conception que je critique de continuité de la pensée et de continuité de la mémoire, dans l'idée d'une identité qui serait seulement cumulative, pour moi, ce que j'appelais nostalgie, c'est « Ah oui, je suis encore cette personne que j'étais ». Du coup, je crois qu'on donne pas le même sens de nostalgie. C'est intéressant, du coup, parce que tu vois que c'est une variété de définitions qu'on peut donner au sentiment nostalgique. Je crois que moi, je donne une définition plus large que lui. J'étendais le sentiment nostalgique jusqu'au point de dire je suis encore la personne que j'étais à l'époque et j'ai besoin de rester la même personne tout au long de mon existence. Les ressentis forment ce que j'appelle des périodes de vie. Mais comment ces périodes se délimitent-elles entre elles ? Chez moi, c'est très simple. Ce ne sont ni les événements qui font tout ça, ni les genres musicaux, ni les années. Ce qui fait que je change vraiment d'état émotionnel, c'est une seule chose, les saisons. Les saisons, ça m'a quand même toujours complètement transcendé. J'ai tendance à tout voir à travers elles. Chaque période de ma vie est délimitée par une saison, d'une année en particulier. Les musiques peuvent me renvoyer à chacune d'entre elles. Ma vie se retrouve alors, dans mes souvenirs, segmentée par toutes les saisons, divisant les années en 4, comme des épisodes différents, qui dégagent des sentiments différents, qui ne seront jamais les mêmes en fonction des années. Et à chaque fois, la dimension olfactive, les sensations, les couleurs d'une saison, tu vois, associées aux événements qui se sont produits. C'est ce qu'on disait quand il y a l'odeur de l'hiver. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les sens comme constitués de tous les sens en même temps. Et je comprends, et oui, on en parle souvent avec Maureen sur le caractère saisonnier de la conscience aussi, quoi. C'est-à-dire que nous, janvier, février, mars, on a juste envie de se tirer une balle. C'est horrible. Puis, vont me procurer un putain de cocktail sentimental. Bon, pourquoi je vous parle de ça ? Surtout qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui font ça et juste Osef. Eh ben moi non, pas Osef, pas Osef, pas Oseux. De ma peur d'oublier est née toute cette prise de conscience, mais surtout, ces choses-là m'ont permis de voir la vie différemment. J'ai eu l'idée de prendre un crayon et de commencer à trier, dans une chronologie par saison, tous ces sentiments. Voilà. Alors c'est là où je suis curieux d'avoir votre avis parce que je trouve que c'est là qu'il devient un full psychopathe. De réminiscences, regroupés dans un seul document. La frise de vie. Sur cette frise, dire que le mec a fait une frise par saison et où toute sa vie il tient un journal de par saison, ce qu'il a vécu, ce qu'il a écouté, ce qu'il a pensé. Il y a tout, mes amours, mes joies, mes peines, mes déprimes, mes réussites. Chacun des sentiments, des ressentis que j'ai eus sont regroupés ici, dans les saisons. À gauche, il y a ma naissance, et après il y a ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Ça commence bien, mais en vrai j'ai commencé à noter mes ressentis qu'à partir de la 6ème, parce que c'est là qu'il commence vraiment à devenir précis. Wow. Ah oui, d'accord, oui, j'ai cru qu'il avait commencé son truc en 6ème. Mais oui, mais là, non mais voilà, ça a aucun sens son truc. C'est-à-dire que tu vas pas noter ce que t'as vécu en 6ème. Tu vas noter comment toi, adulte de 26 ans, 28, je sais pas quel âge déjà, tu te projettes sur ce que tu ressentais en 6ème. Tu vois, c'est là où son caractère, sa conception très fétichiste du passé me terrifie et que j'ai vraiment du mal à la comprendre. C'est comment peux-tu penser que t'as un rapport objectif et sincère à tes ressentis quand t'étais en 6ème, quoi. Enfin, c'est... Une colonne, c'est une saison, et donc 4, c'est une année.
Et la frise se poursuit évidemment jusqu'à aujourd'hui et je prévois bien sûr de la continuer. Comme dit, une colonne égale une saison de ma propre vie. Par exemple, printemps 2018. En ligne, j'y place les événements qu'il y a eu, puis les Oui. Tu vois, à la limite, le noter au fur et à mesure, je pense que ça peut avoir un côté cathartique sur le coup. C'est-à-dire que c'est comme les bullet journal. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ta vie, il y a un moment dans ta, tu vois, dans ta saison, dans ton moment, où tu prends le temps d'une introspection et de voir ce qui, selon toi, là maintenant, sur ces 3 derniers mois, a pu être signifiant pour toi. Et effectivement, il peut avoir ce plaisir de se voir évoluer, de voir comment tu changes, de voir comment des choses auxquelles tu donnais beaucoup d'importance n'en ont plus du tout aujourd'hui maintenant, comment des musiques que tu adorais, maintenant tu les avais oubliées. Donc genre, tu vois, la mécanique d'au fur et à mesure noter, je peux la comprendre, mais je peux la comprendre comme un jeu. C'est-à-dire que, et je pense que c'est là fondamentalement en fait mon point de désaccord depuis le début de la vidéo, je peux la comprendre dans ce travail de s'amuser à voir ton évolution, mais seulement comme un amusement. Par contre, se dire j'ai besoin de faire ça parce que je suis la somme de toutes ces choses, c'est là que j'ai un désaccord profond philosophique avec lui, sur la conception même de l'identité. Personnes rencontrées, puis les musiques écoutées à cette période, et enfin les projets réalisés et les relations. Et à la toute fin, je mets un nom et une couleur à la saison, en fonction du ressenti éprouvé. Et ces colonnes ont des effets ultra puissants sur moi. Il suffit que j'en lise une seule pour expérimenter à nouveau ce sentiment introspectif unique associé. C'est finalement comme si le cerveau prenait les gens, les événements, les musiques et en faisait immédiatement un tableau mental. De chaque colonne, chaque saison émane un ressenti singulier. Je suis fasciné d'à quel point la diversité des émotions renvoyées est immense et d'à quel point chaque colonne est toujours unique en son genre. Chaque saison ne sera jamais la même. Tout sera toujours subtilement ou complètement différent. Et j'espère un jour pouvoir admirer ma frise dans son entièreté en me disant bah putain c'est ma vie tout entière quoi. Ok, mais est-ce sain de faire ça? Non, vraiment, c'est sain? Bah c'est vrai, on pourrait se demander si je ferais pas mieux juste de me laisser porter. Eh ben, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et j'ai remarqué 2 questions. La première, est-ce bon de perpétuer à tout prix les souvenirs? Je dirais que ça dépend des gens. Et évidemment... Ouais, alors c'est là où, tu vois, quand je fais des critiques à Scarblown Animation, c'est dans ce genre de moment. C'est quand il pose une question qui philosophiquement a vraiment une importance fondamentale. Ici, vraiment, faut-il s'enfermer dans les souvenirs? Et qui sort juste ben ça dépend des gens. Genre non, ce n'est pas une question individuelle. On pose une question sur la conscience humaine, sur le fonctionnement même de la conscience humaine. Donc c'est une question profondément philosophique qui demanderait une réflexion plus poussée que, ben pour moi oui. Parce qu'à ce compte-là, tu sais, est-ce que c'est bien de tuer des gens? Bah ça dépend, moi j'aime bien, tu vois, ouais, d'accord frérot, mais... Et tu vois, moi je suis d'accord, Maureen, en faisant ça, il y a une forme d'enfermement dans un passé, parce que je trouve qu'en plus... En fait, je trouve que c'est biaiser le jeu. Parce que de toute façon, tu voudras, parce que c'est le principe même de la conscience humaine, le principe même de la raison humaine et de la conscience humaine, c'est d'essayer de trouver de l'unité. Essayer de penser une chose, c'est essayer de lui donner une unité, c'est essayer d'en constituer une idée claire. C'est le propos du rationalisme, de tous les auteurs rationalistes, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc. Ils vont tous penser la conscience comme une capacité à unifier les choses, à se former une idée claire des choses, et c'est même le reproche que d'autres feront. Par exemple, là, c'est ce qui explique l'absurde chez Camus, quoi. Donc la conscience, elle cherche à unifier. Mais du coup, dans ce travail d'unification, il y a nécessairement travail d'interprétation. Or là, quand tu mets ta vie sur une frise comme ça, je comprends même pas comment tu peux constituer un rapport d'identité, parce que tu vas essayer de créer une... Ça veut dire que du coup, tu vas essayer d'objectifier, de rendre objectifs les éléments de ton passé, mais forcément, quand tu vas te mettre à l'extérieur et que tu vas regarder la frise, tu vas faire un effort d'unification. Tu vas te dire, ok, je suis quoi? Mais du coup, tu biaises le jeu parce que tu ne te rapportes plus à ton passé seulement en fonction de comment ton toi présent s'y rapporte. Tu te rapportes à ton passé selon un rapport objectifié, fétichisé, et dans lequel, du coup, tu dois intégrer des éléments de toi qui ne sont plus toi, qui ne sont plus la manière dont toi, maintenant, aujourd'hui, tu te ressens. Et donc, je trouve ça, je trouve que c'est biaiser le travail réel de l'identité. Et je trouve ça limite dangereux, quoi. C'est-à-dire que c'est malsain au sens pour lui, quoi. C'est-à-dire que je trouve sincèrement que c'est risqué d'avoir un rapport à sa propre identité qui soit beaucoup plus fétichisant des essences passées que lié à ta conscience ipsée actuelle, quoi. J'essaie juste de retrouver... Parce qu'il y a un aphorisme de Nietzsche que j'aime beaucoup sur ce... Tout acte exige oubli.
Dans les considérations inactuelles? Ah oui, dans la troisième considération inactuelle, quoi, je crois. Bon, on verra plus tard. On verra après, parce que j'aimerais bien finir là-dessus. Mais voilà, bon, c'est pour ça, moi, effectivement, je suis très perturbé par cette vision qu'il a. Qu'il faut pas que ça vous fasse du mal. Mais moi, personnellement, j'ai eu des événements difficiles dans ma vie, mais ce que cette frise m'a appris, c'est que ils ont leur place tout autant que les autres. Franchement, je me vois effacer aucun souvenir de ma mémoire, même les plus frappants, parce que justement, ce serait nier une part de ce qui m'a forgé. Sur cette frise, chaque colonne a le droit d'exister. Chaque tableau se doit d'être admiré, même les plus sombres. Et au final, il y a un vrai pouvoir de recul, parce que chaque événement difficile que je rencontre finira par faire partie d'une colonne, une couleur, qui aura coloré ma frise. Même l'ennui finit par apporter des nuances dessus. Ouais, mais pareil, est-ce que tu nivelles pas tout par le bas, du coup? Est-ce qu'il n'y a pas le risque, en faisant ça, de nier le caractère d'importance que tu donnes aux choses? C'est-à-dire que je trouve qu'en faisant ça, du coup, c'est tout a la même importance. Le fait que j'ai écouté telle musique à une époque a la même importance que le fait d'avoir vécu telle expérience profonde qui m'a changé pour toute ma vie. Donc tu vois, pareil, je trouve que c'est objectiver, niveler et quantifier tes souvenirs que de faire ça. Et bon, encore une fois, en tant qu'exercice mental, ça peut être intéressant, mais si sincèrement t'as besoin de ça pour te penser en tant qu'identité, je trouve ça vraiment... Je trouve que ça nie vraiment le fonctionnement même de la conscience dans son rapport d'unification, quoi. Ça me fait vraiment voir la vie comme un film. Que serait-elle sans les éléments perturbateurs? Chaque élément n'est plus vu comme positif ou négatif, mais simplement comme étant fascinant. Et cette fascination me suffit à être heureux. C'est vraiment cette fascination à laquelle je fais référence quand je parle d'accepter ses émotions. C'est une façon d'être reconnaissant d'avoir la capacité de ressentir. D'ailleurs, cette frise me pousse toujours à vivre plus de choses. Je suis toujours impatient de savoir quel ressenti, quel tableau va se former dans la prochaine saison. Surtout qu'à force de conscientiser tout ça, on effectue Ça, c'est son rapport personnel, à la limite, je peux pas donner d'avis là-dessus. des comparaisons, on voit des chemins émotionnels se dessiner peu à peu. Et ça nous aide vraiment à comprendre la façon dont on fonctionne et ce qu'on ne veut plus dans la vie. Et vient maintenant la deuxième question. Est-ce que cela n'entraîne pas une surcharge d'informations? C'est vrai que quand on me dit ouais, t'as fait quoi tel jour, telle année Bah, il y a moyen que j'arrive à retrouver parce que dans ma tête, ça fait ça. Mais je pense pas que ça fait un surplus d'infos parce que tout n'est pas noté. J'ai pas cette frise devant les yeux chaque jour. Oui, parce qu'en vrai, c'est pas imprimé, c'est un tableau Excel, voilà. C'est nul, hein, c'est beaucoup moins stylé. Mais même dans la vie de tous les jours, il y a toujours des choses qui m'échappent. Le cerveau, il est quand même fort pour faire ça. Finalement, je dirais que c'est même l'inverse, ça épure. C'est comme si je décidais, au lieu d'avoir un tas de souvenirs emmêlés, de les ranger dans des tiroirs différents pour chaque saison. Il me suffit juste d'en ouvrir un pour me replonger dedans. Finalement, Oui, je trouve pas ça mais plus bizarre que quelqu'un qui trie toutes ses photos, qui en ferait des albums, ou quelqu'un qui filme chaque seconde de ses journées pour en faire un montage. Après, sachez que ça... Oui, mais tu vois, c'est un peu mon truc, c'est que depuis le début, je dis ça aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Oui, voilà. C'est exactement ça, c'est un tueur en Syrie qui cherche des alibis. Non, mais je suis tellement d'accord, en vrai. Non, mais tu vois, quand il dit c'est pas plus bizarre que quelqu'un qui range frénétiquement toutes ses photos dans des albums ou qui filme chaque seconde de sa vie, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas parce que les autres sont bizarres aussi que ce que tu fais les moins, mais... Ça ne peut ne pas marcher avec vous, que ça peut ne pas être votre trip. Libre à vous de trouver votre meilleure façon d'accepter, d'explorer votre passé. Du coup, tout ça serait des moyens efficaces de s'apaiser et de travailler sur sa mémoire. Mais est-ce que ces réminiscences ou associations ont des limites? C'est vrai, est-ce qu'on peut faire ça toute la vie? Eh ben, c'est plus compliqué que ça. Ce mec-là, il a introduit en 1986 le concept de réminiscence bump. C'est quoi le bump là? C'est quoi le bump? En gros, les souvenirs les plus marquants de notre vie se situeraient entre nos 15 et nos 25 ans. Et ça s'explique entre autres par le fait qu'on est en plein développement cérébral à cette période. Et alors moi, aux portes de mes 27 ans, vais-je pouvoir Moi, j'ai le même âge que lui en plus, tu vois. ressentir et continuer cette frise avec autant d'efficacité que lors de ma jeunesse? Eh ben, je pense que c'est quand même possible. Parce que ce pic de réminiscence s'explique aussi par le fait qu'entre 15 et 25 ans, nous faisons beaucoup de premières fois. Nous faisons des choix relativement importants, identitaires, et très souvent on n'est pas encore installé dans ce train de vie qui ne s'arrête jamais. Donc la clé pour avoir un passé marquant serait de toujours réussir à prendre du temps pour soi, de fuir la routine et de faire des choses toujours nouvelles. Finalement, c'est la nouveauté qui permettrait d'explorer chacune des facettes de ce que l'on est. Alors après tout cet épisode, une seule question persiste alors. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? Ouais, bon, je trouve qu'il bat en retraite quand même. Hein. C'est-à-dire que là, clairement, sur la fin, il fait genre non, non, je suis pas chelou, regardez, en fait, il faut vivre. Genre, d'accord, frérot, mais ça n'empêche que tu viens de nous expliquer que t'étais un gros psychopathe juste avant. Mais non, mais je dis ça, évidemment, je suis moqueur en rigolant, mais ouais, voilà, moi, je trouve que ce rapport fétichisant au passé comme faisant partie de soi, il me gêne vraiment. Tu vois, j'essayais de rechercher le texte. Je me rappelle plus si je pense à un texte des considérations ou de la généalogie. Mais tu vois, Nietzsche parle de ce besoin d'oubli fondamental. Tu vois, quand il dit
Dans le plus petit comme dans le plus grand bonheur, il y a quelque chose qui fait que le bonheur est un bonheur, la possibilité d'oublier, ou pour le dire en termes plus savants, la faculté de sentir les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute perspective historique. L'homme qui est incapable de s'asseoir au seuil de l'instant en oubliant tous les événements du passé, celui qui ne peut pas, sans vertige et sans peur, se dresser un instant tout debout, comme une victoire, ne saura jamais ce qu'est le bonheur, et ce qui est pire, il ne fera jamais rien pour donner du bonheur aux autres. Imaginez l'exemple extrême, un homme qui serait incapable de ne rien oublier, et qui serait condamné à ne voir partout qu'un devenir. Celui-là ne croirait pas à sa propre existence, et il ne croirait plus en soi, il verrait tout se dissoudre en une infinité de points mouvants, et finirait par se perdre de son torrent du devenir. Finalement, un vrai disciple d'Héraclite, il n'oserait même plus bouger un doigt. Toute action exige l'oubli, comme la vie des êtres organiques exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Un homme qui ne voudrait sentir les choses qu'historiquement serait pareil à celui qu'on forcerait à s'abstenir de sommeil ou à l'animal qui ne devrait vivre que de ruminer et de ruminer sans fin. Donc il est possible de vivre presque sans souvenir et de vivre heureux, comme le démontre l'animal, mais il est encore impossible de vivre sans l'oubli. Ou plus simplement encore, il y a un degré d'insomnie, de rumination de sens historique qui nuit au vivant et qui finit par le détruire, qu'il s'agisse d'un homme, d'un peuple ou d'une civilisation. Ouais, donc effectivement, de souvenir, c'est dans la troisième considération inactuelle. Non, c'est celle sur Schopenhauer, ça doit être la deuxième considération inactuelle. Je revérifie. Je crois que la troisième considération, c'est sur Schopenhauer, et la deuxième, c'est sur l'histoire, mais j'ai peur de confondre. Oui, voilà, donc c'est puisque la troisième, c'est Schopenhauer. Donc là, c'est la deuxième considération inactuelle, donc qui porte sur le rapport à l'histoire, quelle est la place de l'histoire dans le vivant. Parce que je rappelle que voilà, Nietzsche, à ce moment-là de sa vie, on est encore au début de sa pensée, et commence déjà à penser le qu'est-ce qui sert le vivant, qu'est-ce qui sert la vie, qu'est-ce qui au contraire empêche la vie, supprime la vie, étouffe la vie. Et là, ici, il propose l'histoire comme quelque chose qui peut servir l'existence, et c'est ce qu'a essayé de dire Scarblown Animation juste avant, en disant bah, l'histoire, le fait d'avoir un recul sur soi, le fait de garder une trace de ce qu'on est, peut permettre la vie, peut soutenir la vie, peut permettre un élan de vie plus grand, parce qu'il me permet de connaître plus de choses, de chercher, de mieux comprendre l'existence, de mieux me projeter dedans. Mais il dit aussi que ce rapport historique, ce rapport comme il dit, de rumination et d'insomnie, c'est-à-dire de ne jamais arrêter l'éveil, de ne jamais oublier, il peut desservir la vie. Il peut, au contraire, nous rendre... il peut créer une immobilité dans la pensée, une immobilité dans l'action. Parce que être trop dans le souvenir constant... En fait, parce que l'action demande l'oubli. Le fait de créer de l'action nouvelle, le fait de se projeter dans le monde de manière nouvelle, demande aussi à un moment un acte créateur qui implique l'oubli de ce qui est venu avant. Qui implique de ne pas, consciemment en tout cas, chercher à historiciser tout ce qu'on fait. Et donc, cette nécessité de l'oubli dans l'existence, il y a besoin de l'oubli pour vivre. Mais l'oubli n'est pas seulement une vis inertia comme le croient les spirituels, l'oubli est un pouvoir actif, une faculté d'enrayement dans le vrai sens du mot, faculté à qui il faut attribuer le fait que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous absorbons, se présente tout aussi peu à notre conscience pendant l'état de digestion. On pourrait l'appeler une absorption psychique, que le processus multiple qui se passe dans notre corps pendant que nous assimilons. Ah oui, ça, texte hyper intéressant. En gros, Nietzsche dit, il y a besoin d'oublier parce que la réalité de la connaissance, c'est d'oublier quelque chose. Quand tu penses à quelque chose volontairement et consciemment, tu ne l'intègres pas dans ce que tu es. Tu commences à bien connaître quelque chose quand tu l'oublies. Quelque chose te définit quand tu n'y penses plus. Quand tu l'as digéré, quand tu l'as intégré, quand tu en as fait une part de toi. Mais donc, connaître, c'est oublier, dans ce sens-là. C'est-à-dire connaître, c'est ingérer, c'est absorber, c'est faire sien, c'est ne plus se rendre compte. Moi, par exemple, j'ai tellement été influencé par Nietzsche, par Foucault, par Marx, qu'il y a plein de fois où je fais des réflexions en oubliant que c'est parce que je suis fan de Nietzsche, de Foucault, de Marx, que j'ai ces réflexions-là. C'est-à-dire que parfois, je vais faire des critiques très matérialistes des avis politiques, je vais être dans une théorie très comme ça, je pense à Marx ici par exemple, je vais faire une critique très matérialiste des choses, parce que j'ai été très influencé par la pensée de Marx, en oubliant que c'est Marx qui m'a influencé. En fait, à ce moment-là, je me suis tellement approprié, intégré la pensée de ces auteurs, que j'ai oublié que ça venait d'eux, que c'est devenu une partie de moi. Et donc, je les ai tellement connus, je les ai tellement ruminés, que j'en ai oublié même
qu'il faisait partie de moi. Mais du coup, ça me permet de vivre, ça me permet de pas constamment ramener ces idées-là à l'auteur par qui je les ai appris, à la situation dans laquelle je les ai vécues. Ça me permet de créer de l'action nouvelle. C'est-à-dire d'avoir ingéré, ruminé de manière à oublier le fait même que j'ai appris cette chose, qu'elle devienne une évidence pour moi, c'est ce qui fait que je crée de l'action nouvelle. Et donc moi je suis beaucoup plus fan, bon comme d'habitude, en gros on va encore finir ce live comme d'habitude en disant j'aime Nietzsche quoi, finalement, c'est la fin de tous les lives pour l'instant. Mais voilà, quand Nietzsche dit l'oubli a une place dans l'existence, il est nécessaire pour le bonheur, et finalement connaître quelque chose, c'est se l'approprier au point de l'oublier, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que la vision de Scarblone, qui finalement est un peu un rapport de l'oubli comme terreur, l'oubli comme quelque chose d'oublié serait quelque chose de disparu. Alors que non, tu vois, toutes là, ces cases-là dans son schéma-là, toutes ces cases-là existent au travers de son oubli, existent parce qu'il les a ingérées, parce qu'il a oublié même leur existence alors qu'ils l'ont formé, mais c'est parce que ça fait partie de lui alors qu'il l'a oublié que ça crée une énergie qui lui permet de se tourner vers une action nouvelle. Alors que là, en essayant absolument de ne pas oublier d'où viennent les choses avec lesquelles il vit, bah, je trouve qu'au contraire, ça inhibe dans la capacité à se penser comme nouveau, ça inhibe dans la capacité à vivre l'instant dénué d'historicité dans un instant seulement présent. Et donc effectivement, moi je suis assez proche de Nietzsche dans cette idée que ce rapport toujours historicisant, il empêche le bonheur, il empêche d'un moment se dresser debout comme une conscience vierge et nouvelle face à la réalité de l'existence, face à l'action nouvelle. Et conscience qui n'est pas vierge et nouvelle, mais qui se sent comme vierge et nouvelle parce qu'elle a tellement ingéré ce qui l'a précédé qu'elle a l'impression de l'avoir oublié. Tu vois, je suis beaucoup plus sensible à cette manière de voir. C'est qu'il faut savoir oublier parce que l'oubli n'est pas l'absence. L'oubli est l'absence dans la conscience volontaire, mais il n'est pas l'absence dans l'être. Voilà, donc voilà, c'était la petite critique que j'avais à faire. Donc c'est pour ça, moi je trouve que Scarblone, comme d'habitude, très bonne vidéo, très bien montée, très bien rythmée, hyper intéressante. Moi j'aime vraiment beaucoup ce mec-là. Mais comme d'habitude, il y a un point sur lequel, philosophiquement, je trouve qu'il y a un manque. Et ici, pour moi, c'est vraiment sa conception du passé et de la place du passé dans le bonheur, quoi. Du passé dans le bonheur et du passé dans l'existence et dans la conscience. C'est-à-dire que dans cette manière de ne voir le passé que comme un bloc cumulatif et de voir le fait de le ranger comme une manière de le trier, je trouve qu'il y a un oubli réel d'une part du caractère interprétatif de la conscience et d'autre part de la nécessité de l'oubli dans l'existence et dans le bonheur et dans la création d'actions futures, quoi. Mais bon, voilà, c'était un peu mon avis sur Scarblone ici. Bon, et ben c'est pas mal tout ça, ça me paraît bien. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que j'ai été clair surtout parce qu'il y a des fois où j'avais l'impression de dire beaucoup de choses d'un coup. C'est pas des sujets... Enfin c'est des sujets hyper intéressants mais c'est des sujets qui demandent de rentrer dans des détails de conscience, tout ça. Moi je suis très content d'aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant. Mais j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je suis content parce qu'il y avait plein de gens cool ce soir. Il y a plein de gens qui sont passés, j'ai revu des potes, on a rencontré des gens nouveaux. Donc ben c'est chouette, puis voilà, c'était un bon moment que j'ai passé avec vous. Et puis ben écoutez, on peut finir là-dessus si ça vous va. À part si là il y a des réflexions qui naissent suite à ce qu'on vient de se dire ou si vous souhaitez qu'on parle d'autre chose. Mais sinon, bah écoutez, moi je vous dis à la semaine. Voilà, je vous redis que j'ai passé un très bon moment. Et puis, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine tranquillement. Petit rappel, si vous tous les replays dès ce soir, tous les replays sont dispo sur la chaîne YouTube. Et je mettrai dès ce soir, là, dès la fin du live, le live d'aujourd'hui pour que vous puissiez le revoir si vous n'avez pas pu le voir en entier. Et évidemment, je vous invite à vous abonner sur Twitch si c'est pas déjà fait afin de suivre un live tous les mardis à 19h30 en période scolaire. Et puis, au plaisir de vous retrouver à ce moment-là. Bon, écoutez, on va faire un truc intelligent. On va regarder si on peut... alors attendez, je me remets en plein chat. On va regarder si on peut raid quelqu'un. Parce que je pense jamais à le faire, mais Otari pense souvent à me raid. Je vais regarder si on a... Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous me conseillez de raid? Est-ce qu'il y a une chaîne qui est active en ce moment où vous me diriez d'y aller?
que là, je vais pas vous envoyer sur Dany Heraz, vous allez... Ah. Est-ce que juste pour emmerder Maureen, je vous envoie sur Dany Heraz? Juste pour voir ta tronche. Tu mets ton veto sur Dany Heraz? Bon bah alors, on va regarder... Voilà, si vous avez une idée de chaîne que je pourrais raid, dites-moi, sinon c'est pas grave, je vais finir tranquillement. En vrai, j'ai un peu envie de raid Dany Heraz parce que Dany il fait de la philo, ça me ferait de la visibilité. Dany Heraz, c'est deux commentateurs, enfin c'est deux streamers qui font du commentaring politique, dont Dany, qui est Dany Caligula, qui faisait Doxa il y a une dizaine d'années sur YouTube, et qui a fait de la philo aussi. Alors lui, je crois qu'il a sa licence de philo. Non mais bon, on va pas raid, on verra. Ça marche. Si un jour Otari est en live, j'irai raid sur elle. Non mais écoutez, voilà, j'ai passé un très bon moment avec vous. Ah, je suis tout flou, voilà. Et puis ben, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Mardi prochain, 19h30. Et puis ben, on verra, je vais essayer de réfléchir à un petit sujet pour la semaine pro. Ouais. Bon bah bonne soirée tout le monde. À samedi prochain, salut. Salut tout le monde et merci à tous ceux qui venaient pour la première fois aujourd'hui, c'était hyper chouette.